Avant cette histoire, je veux vous dire quelque chose. Les témoignages qui m'affectent le plus ne sont pas ceux de monstres ni de manifestations dramatiques. Ce sont ceux de personnes complètement normales qui, à un moment ordinaire de leur vie, se retrouvent face à quelque chose qui ne correspond à aucun schéma qu'elles connaissent. Lucia m'a écrit il y a 3 semaines. Elle est architecte, travaille avec des plans, des mesures et une logique structurelle, et pourtant ce qu'elle m'a raconté n'a pas d'explication qu'elle puisse soutenir. Si vous avez aussi quelque chose de ce genre gardé pour vous, quelque chose qui ne colle pas et que vous n'avez pu raconter à personne, écrivez-moi. Mais maintenant, accompagnez-moi à l'intérieur d'un bâtiment colonial du centre historique. Et à ce que Lucia a trouvé dans le sous-sol lors d'une restauration que personne n'aurait dû commencer. Cela fait 15 ans que je travaille dans la restauration de bâtiments historiques. C'est un travail qui exige une façon particulière de voir les choses. Il ne suffit pas de connaître les structures et les matériaux, bien que cela soit la base. Il faut apprendre à lire un bâtiment comme on lit un texte, chaque couche de peinture sur une autre, chaque réparation au-dessus d'une précédente, chaque modification que quelqu'un a faite à un moment donné pour une raison que le bâtiment garde encore, même si la personne n'est plus là. Les vieux bâtiments ont de la mémoire. Je l'ai su depuis que j'ai commencé dans ce domaine, et pendant 15 ans, cela m'a semblé une belle métaphore et rien de plus. Après le bâtiment Carranza, cela a cessé de me sembler une métaphore. L'immeuble Carranza est situé dans le centre historique de la ville, à un coin qui s'appelle ainsi depuis le XVIIIe siècle bien que le bâtiment actuel date du XIXe siècle. 4 étages, façade en pierre grise, vestibule à arc donnant sur une cour intérieure avec une fontaine sèche. Il avait été à différents moments maison de famille, couvent mineur, entrepôt, bureaux gouvernementaux. Lorsqu'on me l'a attribué, il était abandonné depuis 12 ans, avec des dommages structurels au 3e étage et un sous-sol que personne n'avait catalogué car l'accès était bloqué par un effondrement partiel de l'escalier intérieur. La mission était de faire le relevé complet avant de décider si le bâtiment était restaurable ou s'il fallait démolir et reconstruire uniquement la façade. Un travail de routine pour quelqu'un avec mon expérience. J'ai supposé que cela me prendrait 2 semaines, 3 au maximum. J'ai commencé un lundi. Mon assistante sur ce projet était Camilla, qui travaillait avec moi depuis 2 ans, et qui avait cette combinaison peu commune de précision technique et de curiosité sincère, qui rend quelqu'un très bon en restauration. Camilla mesurait, photographiait, prenait des notes avec une efficacité qui m'avait gagné sa confiance depuis le premier projet. Le premier jour, nous l'avons consacré à l'extérieur et à la cour. Le bâtiment était en meilleur état que ce que j'attendais de l'extérieur. Les murs porteurs restaient solides. L'humidité était gérable, les dommages du 3e étage étaient localisés. J'ai commencé à penser que ce serait une restauration relativement propre. À la fin de cette première journée, alors que nous rassemblions l'équipement dans la cour, Don Heriberto est apparu. C'était un homme d'environ 75 ans, très maigre, avec une chemise blanche toujours boutonnée jusqu'au cou, peu importe la chaleur. Il était le gardien de l'immeuble, ou l'avait été pendant les 20 dernières années, une figure que l'organisme municipal qui gérait la propriété avait oublié de radier lorsqu'ils avaient quitté les lieux. Don Heriberto continuait à venir tous les jours, balayait la cour, maintenait les accès fermés, vivait dans la petite chambre du concierge près de l'entrée avec un petit poêle et un lit. Personne ne l'avait expulsé car personne ne se souvenait qu'il était là. Il s'est présenté avec beaucoup de formalité, m'a dit qu'il était le responsable de l'immeuble, puis, sans que je lui pose de questions, il a ajouté « On ne descend pas au sous-sol ». Je lui ai dit que le sous-sol faisait partie de l'élévation et que nous devions le cataloguer. Don Heriberto m'a regardé avec de petits yeux très calmes, qui ne trahissent pas l'urgence même s'ils l'ont, et a dit « On ne descend pas au sous-sol, cela a toujours été su connu ici ». Je lui ai demandé pourquoi. « Parce qu'il a un propriétaire », a-t-il dit, et n'a rien ajouté de plus. Cette nuit-là, j'ai raconté à Camilla ce que le vieux avait dit pendant que nous examinions les plans dans mon bureau. Camilla a souri de cette manière à elle, pratique et affectueuse, et a dit « Tous les vieux bâtiments ont un homme comme ça, qui sait des choses que personne ne lui a demandé. » Elle a fait une pause. « On descend au sous-sol demain, après-demain. D'abord, terminons les étages supérieurs. » Nous avons passé mardi et mercredi dans les étages supérieurs. Le 3e étage avait les dommages les plus sévères. Une poutre du plafond affaissée, des humidités qui s'étaient infiltrées pendant des années par une fissure dans la couverture, quelques murs avec des fissures nécessitant une intervention mais rien qui ne soit pas traitable.
Camilla mesurait, et je dictais, et le travail avançait avec ce rythme satisfaisant, des choses qui se déroulent comme elles doivent. Jeudi, nous sommes arrivés au sous-sol. L'escalier intérieur qui descendait au sous-sol s'était partiellement effondré, comme le disaient les rapports précédents. Les 3 premières marches avaient cédé, mais plus bas, l'escalier restait debout. Avec une échelle portable, nous avons sauvé le tronçon tombé et sommes descendus. Le sous-sol était grand, beaucoup plus que ce que les plans superficiels suggéraient. Il s'étendait sous tout le bâtiment dans une série de chambres reliées par des arcs bas, avec des plafonds voûtés en briques, que l'humidité avait assombris jusqu'à les rendre presque noirs. Le sol était en terre battue. L'air était dense, avec cette odeur particulière des espaces qui n'ont pas été ventilés depuis des décennies. Terre ancienne, bois humide, quelque chose de minéral que je n'ai pas su identifier. Nous avons allumé les lampes portatives et avons commencé à travailler. La première chambre n'avait rien de particulier. Mur en maçonnerie, niche vide qui avait servi pour le stockage, un caniveau de drainage au centre qui ne fonctionnait plus. Camilla mesurait, et moi je prenais des notes. Travail ordinaire. La deuxième chambre était plus profonde, reliée à la première par un arc bas qui obligeait à se pencher. Là, le sol avait quelque chose de différent. Au centre, dans une zone d'environ 2 mètres de diamètre, le sol était plus sombre que le reste, avec une texture différente, comme si à un moment lointain il y avait eu là un foyer ou quelque chose qui brûlait régulièrement. J'ai photographié cela en détail, noté les dimensions, et j'ai continué. La troisième chambre était au fond, séparée de la seconde par un autre arc. Celui-ci plus petit, d'à peine 1,5 mètre de haut. J'ai dû me pencher assez bas pour passer. Camilla est entrée derrière moi. Cette chambre était différente des 2 autres. Elle était plus petite, presque circulaire, avec un plafond plus bas. Et sur les murs, il y avait des gravures. Pas des peintures, mais des gravures. Des lignes tracées directement dans la pierre avec un instrument tranchant, avec une profondeur qui parlait d'un travail patient et répété. Les gravures couvraient les 4 murs du sol au plafond, et bien que je n'ai reconnu aucun système d'écriture, j'ai bien remarqué qu'elles avaient une organisation, qu'elles n'étaient pas aléatoires. Il y avait des figures qui se répétaient, quelque chose qui pouvait être un arbre ou une figure humaine les bras levés, quelque chose qui pouvait être un œil ou un soleil, et une figure plus petite, répétée des dizaines de fois dans différentes tailles et positions, dont je ne savais pas ce que c'était. Camilla est restée immobile à mes côtés, regardant les murs. « Lucia », dit-elle à voix basse, sans raison apparente de baisser la voix. « Je vois », dis-je, également à voix basse. Nous avons photographié tout, chaque mur, chaque section, les détails des figures répétées. Cela a pris plus de temps que prévu, car c'était un matériau important, le genre de découverte qui change complètement l'approche d'une restauration. Nous sommes montés dans la cour et avons trouvé Don Heriberto, en train de balayer près de la fontaine, comme s'il nous attendait. Il nous a regardés en sortant et a dit, sans question préalable, « Vous avez déjà vu les gravures, ce n'était pas une question. Vous saviez qu'elles étaient là ?» lui dis-je. « Tout le monde qui a pris soin de ce bâtiment les a vues, » répondit Don Heriberto. Il continua de balayer, avant même moi, et tout le monde a su la même chose, que cette chambre ne se touche pas. « Qu'y a-t-il dans cette chambre, Don Heriberto ?» Le vieux s'est arrêté de balayer. Il m'a regardé un moment, puis a regardé Camilla, et ensuite m'a regardé à nouveau. « Celui qui prend soin du bâtiment, » dit-il. « Que voulez-vous dire par là ?» Don Heriberto appuya le balai contre le mur de la fontaine avec un calme qui contrastait avec le poids de ce qu'il disait. « Quand ils ont construit ce bâtiment, ou quand ils ont construit ce qu'il y avait avant le bâtiment, ils ont fait un accord. » Il marqua une pause. Quelqu'un qui vivait à cet endroit avant qu'il y ait une ville a voulu rester là. Et ceux qui ont construit au-dessus ont laissé cette personne rester, en échange de quoi elle s'occupait du bâtiment. Une autre pause. Ce qu'il y a dans cette chambre n'est pas un fantôme, ce n'est pas un mort, c'est quelque chose qui a toujours été là et qui veille sur cet endroit depuis des siècles. Camilla et moi nous sommes regardés. Un lutin ? Demanda Camilla, avec un mélange de curiosité et de scepticisme qui lui était propre. Don Heriberto plissa un peu les lèvres, comme s'il se demandait si ce mot était approprié. Quelque chose comme ça, dit-il finalement. Bien que ce nom vienne de contes pour enfants, et que ce qu'il y a en bas soit beaucoup plus ancien que n'importe quel conte.
Cet après-midi-là, de retour dans mon bureau, j'ai cherché des références historiques du bâtiment Carranza. J'ai trouvé ce que l'on trouve généralement dans les archives des bâtiments coloniaux, des registres de propriété, des transferts, quelques plans partiels du 19e siècle, mais j'ai aussi trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Une note en marge dans un inventaire de 1887, écrite en petites lettres et avec de l'encre fanée, qui disait « Le sous-sol ne doit pas être touché, condition de la propriété depuis sa fondation. Depuis sa fondation, sans autre explication. » J'ai mal dormi cette nuit-là, pas parce que j'avais peur exactement, mais parce que j'avais trop de questions et aucune réponse satisfaisante, et cette combinaison m'empêche toujours de dormir. Le vendredi, je suis retourné seul au bâtiment, avant l'arrivée de Camilla. Je voulais parler à Don Heriberto sans audience, avec plus de temps et plus de calme. Je l'ai trouvé dans sa petite chambre de gardien, en train de boire du café dans une tasse en étain. Je l'ai invité à parler, et il a hoché la tête sans surprise. Nous nous sommes assis dans la cour, avec la matinée encore fraîche, et la ville commençant à s'éveiller derrière les murs. Je lui ai posé toutes les questions que je voulais savoir. Don Heriberto a répondu avec patience, avec ce calme de quelqu'un qui a eu beaucoup de temps pour organiser ce qu'il sait, et est prêt à le partager avec ceux qui sont disposés à écouter. Il m'a raconté que son prédécesseur, le gardien avant lui avait expliqué les règles de l'immeuble le premier jour de travail, tout comme son prédécesseur les lui avait expliquées. Une chaîne de transmission orale dont Don Heriberto ne savait pas combien de générations elle avait. Les règles étaient simples, ne pas descendre au sous-sol, sauf pour s'assurer que tout était en ordre, ne pas déplacer ni toucher les gravures, ne pas apporter d'objets en métal au sous-sol, en particulier des outils, et une fois par mois, lors de la nuit de la nouvelle lune, laisser à l'entrée de la 3e chambre une offrande, du pain, un peu de sel, de l'eau propre. « L'avez-vous fait ?» lui ai-je demandé. « L'offrande mensuelle. » « Depuis le premier jour, » dit Don Heriberto sans hésiter. « 20 ans. Et avez-vous vu quelque chose? Avez-vous déjà vu ce qu'il y a dans cette chambre ?» Le vieux mit un moment avant de répondre. « Une fois, » dit-il, « il y a des années, quand je commençais à peine, je suis descendu pour laisser l'offrande, et j'ai mis plus de temps que d'habitude parce que j'ai trébuché dans l'obscurité. » Il fit une pause. Quand j'ai allumé la lampe, j'ai vu quelque chose dans l'arc de la 3e chambre, sur le seuil. « Que voyez-vous » Don Heriberto joignit les mains sur ses genoux. Quelque chose de petit. Une autre pose, comme un enfant, mais ce n'était pas un enfant. La proportion était fausse, les bras trop longs, la tête trop grande, et les yeux. Il s'arrêta. Les yeux étaient la seule chose qui brillait avec la lampe, comme les yeux des chats dans l'obscurité, mais d'une couleur que je ne savais pas nommer. « Que fîtes-vous » J'ai posé l'offrande sur le sol aussi vite que j'ai pu et je suis remonté. Don Heriberto me regarda. Et je ne suis jamais redescendu pour laisser l'offrande la nuit. Depuis, je la laisse à midi. L'avez-vous revue? Non. Mais parfois, quand le bâtiment est très silencieux, on entend quelque chose. De petits pas dans le sous-sol, ou quelque chose qui bouge entre les chambres. Une pause. Mais cela me dit qu'il est toujours là, qu'il continue de veiller. Je lui ai demandé ce que cela signifiait qu'il veille, si quelqu'un avait vu des preuves concrètes de cela. Don Heriberto hocha lentement la tête. « Ce bâtiment est abandonné depuis 12 ans, dit-il, sans entretien, sans intervention. La façade en pierre est parfaite. Les murs porteurs n'ont pas de dommages structurels. La toiture a tenu 12 ans sans que personne ne l'examine. » Il me regarda. « Avez-vous déjà vu des bâtiments abandonnés pendant 12 ans dans ce climat ?» Je l'avais vu. Des bâtiments qui en 5 ans sans entretien devenaient des ruines. Le bâtiment Carranza, après 12 ans d'abandon, était dans un état que j'avais moi-même considéré comme étonnamment bon le premier jour. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai pensé. Camilla est arrivée en milieu de matinée, et nous avons travaillé le reste de la journée dans les 2 premiers niveaux du sous-sol, en cataloguant avec soin, mais sans nous approcher de la 3e chambre. J'avais décidé de ne pas y retourner sans savoir exactement pourquoi et avec quoi. C'est cet après-midi-là, presque à la fin de la journée, que la première chose s'est produite. Nous étions dans la 2e chambre, Camilla mesurant le caniveau de drainage et moi vérifiant la maçonnerie du mur nord. Le projecteur portable était entre les deux, projetant une lumière stable et blanche sur l'espace. Le projecteur s'est éteint. Il n'y a eu aucune panne électrique, aucun clignotement préalable. Il s'est simplement éteint, d'un coup, et nous avons été plongés dans l'obscurité totale.
L'obscurité totale dans un sous-sol est différente de tout autre type d'obscurité. Il n'y a aucune source de lumière résiduelle, aucun reflet d'aucune origine. C'est un déni complet de la vision, si absolu que le cerveau commence à construire des images là où il n'y a rien. Camilla a dit mon nom dans l'obscurité. Me voilà, dis-je. Ne bouge pas, je vais allumer le téléphone. J'ai allumé la lampe de poche du téléphone. Le projecteur portable était par terre entre nous deux, éteint. Je me suis penché, je l'ai ramassé, j'ai vérifié le bouton. Il s'est allumé sans problème. Camilla m'a regardé avec une expression que je décrivais pour moi-même comme prudemment calme. « Il est tombé ?» a-t-elle demandé. « Il était sur le trépied, dis-je. Le trépied est toujours debout. Nous regardons le trépied. Il était exactement là où nous l'avions placé, stable, sans aucune raison visible pour que le focus se soit séparé de lui. « Peut-être la connexion, dit Camilla. J'ai vérifié la connexion. Elle était ferme. Nous n'avons rien dit de plus. Nous avons terminé ce qu'il restait et sommes montés. Cette nuit-là, j'ai raconté à Camilla ce que Don Heriberto m'avait dit sur les règles et l'offrande. Camilla a écouté sans interrompre, avec cette expression qu'elle a, celle d'une personne qui traite l'information avant de donner son avis. Quand j'ai terminé, elle a dit « Nous emportons des outils métalliques au sous-sol aujourd'hui ?» J'ai réfléchi. « Le mettre en acier ?» ai-je dit. Camilla a hoché la tête lentement. Une des règles était de ne pas apporter de métal. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « Je ne dis pas que nous croyons en cela. »« Non, » a dit Camilla. « Mais je ne dis pas non plus que nous ne devons pas en tenir compte. » Le lundi suivant, avant de descendre au sous-sol, j'ai laissé à l'entrée de la 3e chambre ce que Don Heriberto m'avait décrit. Du pain, du sel, de l'eau dans un petit récipient. Je me suis senti ridicule en le faisant, mais je l'ai fait. Camilla était derrière moi et n'a rien dit. Nous avons travaillé cette semaine sans incident. Les ampoules ne se sont plus éteintes. Le travail a bien avancé. Je me suis habitué à la particularité du lieu avec cette adaptation progressive que l'être humain a pour normaliser presque n'importe quoi si l'exposition est suffisamment continue. Mais le mercredi de cette semaine, quelque chose s'est passé que je n'ai pas pu normaliser. Il était 3 heures de l'après-midi. Camilla était montée chercher plus de piles pour les lampes de secours et j'étais seul dans la 2e chambre à réviser des notes. Le sous-sol était silencieux, avec ce silence des espaces souterrains qui absorbent le son d'une manière différente des espaces en surface. Et alors je l'ai entendu. Cela venait de la direction de la 3e chambre, de l'arc bas qui reliait la 2e à la 3e. C'était un son petit, presque délicat, comme des pas de quelque chose marchant sur la terre, lent, sans hâte. Pas comme des pas de rats, qui sont rapides et aléatoires. C'étaient des pas lents et délibérés, avec un rythme qui avait quelque chose d'aussi presque réflexif. Je suis resté complètement immobile, écoutant. Les pas sont arrivés jusqu'à l'arc et se sont arrêtés. J'ai dirigé la lampe de poche vers l'arc, juste de l'obscurité au-delà de la portée de la lumière. Et alors, à la limite exacte où la lumière de ma lampe de poche s'arrêtait, et où l'obscurité de la 3e chambre commençait, j'ai vu les yeux. Exactement comme Don Heriberto les avait décrits. 2 points de lumière petits, à une hauteur d'environ 1,20 m du sol. Brillant avec ce reflet que possèdent les yeux de certains animaux dans l'obscurité, mais d'une couleur qui n'était ni verte, ni rouge, ni aucune couleur que je pourrais nommer avec précision. Quelque chose entre l'ambre et quelque chose de plus sombre, quelque chose qui n'avait pas de référent dans mon expérience visuelle précédente. Je ne bougeais pas. Les yeux ne bougèrent pas non plus. Nous nous sommes regardés, si l'on peut appeler cela se regarder, pendant ce qui m'a semblé être plusieurs secondes. Et pendant ce temps, sans que je puisse expliquer d'où venait cette certitude, j'ai ressenti que ce qui me regardait depuis l'obscurité n'était pas hostile, ce n'était pas menaçant, c'était simplement quelque chose qui évaluait, qui calibrait, qui décidait. Puis les yeux ont disparu, sans mouvement visible, sans bruit. Ils ont simplement cessé d'exister. Quand Camilla est descendue avec les piles, je l'ai trouvée assise sur le sol de la 2e chambre, le dos contre le mur, la lampe torche pointée vers l'arc, et une expression qu'elle m'a dit après que je n'avais jamais eue. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Camilla s'est assise à mes côtés, contre le même mur, et est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit « Penses-tu que c'est ce que Don Heriberto a dit ?»« Je ne sais pas ce que je pense, ai-je dit honnêtement. »« Mais il ne t'a rien fait ?»« Non. » Un autre silence. « Le bâtiment est en très bon état. » dit Camilla, et dans sa voix il y avait quelque chose qui n'était pas exactement de la peur, mais une sorte de considération prudente. Pour 12 ans d'abandon, je le sais déjà,
Nous avons terminé le travail de ce jour-là et sommes montés. En passant devant l'arc de la troisième chambre, je n'ai pas regardé à l'intérieur. Je ne sais pas si Camilla l'a fait. Dans les jours suivants, j'ai terminé le relevé. Mon rapport final à l'organisme municipal recommandait la restauration complète du bâtiment, avec des conditions spécifiques. Le sous-sol pouvait être catalogué et conservé comme espace de valeur archéologique, mais la troisième chambre devait rester fermée au public et sans intervention de quelque nature que ce soit. J'ai justifié cette recommandation par des arguments techniques sur la fragilité des gravures et le risque structurel, qui étaient des arguments valables, même s'ils n'étaient pas les réels. La recommandation a été acceptée. J'ai dit à Don Heriberto que le bâtiment allait être restauré et qu'il allait probablement avoir besoin d'un gardien officiel pendant et après le processus. Je lui ai demandé s'il voulait continuer dans ce rôle. Il m'a regardé avec ce calme habituel et a dit « Je continue tant que je peux. Quelqu'un doit connaître les règles. » Je lui ai demandé s'il pensait que ce qui se passait dans la troisième chambre resterait là pendant et après la restauration. Don Heriberto a réfléchi un moment. « Il était là avant même qu'il y ait un bâtiment, dit-il. Une restauration ne va pas le déplacer. J'ai terminé le projet 3 semaines après l'avoir commencé. Le bâtiment Carranza a été déclaré candidat à une restauration prioritaire et a entamé un processus qui, selon les délais habituels de l'organisme, prendrait entre 2 et 4 ans à commencer. Je suis retourné à mes autres projets, mais il y a quelque chose que je n'ai pas pu laisser partir depuis lors. Quelque chose que je me demande chaque fois que je passe par le centre historique et que je vois la façade en pierre grise du bâtiment Carranza à son coin. Lors de mon dernier jour là-bas, avant de partir, je suis descendu au sous-sol une fois de plus. Seul, j'ai atteint l'arc de la deuxième chambre et je suis resté là, sans lampe torche allumée, dans l'obscurité, pendant un moment. Et j'ai dit, d'une voix normale, comme on parle à quelqu'un qui est dans la même pièce, « Le bâtiment va être restauré. La troisième chambre ne sera pas touchée. Les règles restent. Silence. » Et puis, depuis l'obscurité de l'arc, le son de quelque chose qui se déplaçait. De petits pas délibérés qui s'éloignaient vers le fond de la troisième chambre. Je n'ai pas vu les yeux cette fois, mais je l'ai entendu s'éloigner. Et quelque chose dans ce son, dans ce retrait calme et sans urgence, m'a donné l'impression que ceux qui étaient là en bas avaient compris, ou peut-être a-t-il simplement continué à faire ce qu'il avait toujours fait, c'est-à-dire veiller. C'était il y a 8 mois. La restauration du bâtiment Carranza n'a pas encore commencé. Don Heriberto est toujours là, balayant la cour, laissant l'offrande à chaque nouvelle lune, veillant sur ce qu'il veille depuis des décennies, et la troisième chambre reste fermée. Pour l'instant, c'est la seule chose que je peux dire avec certitude, et là s'arrête ce que Lucia voulait me raconter. Elle m'a dit qu'elle passe encore de temps en temps devant le bâtiment Carranza, qu'elle regarde la façade depuis le trottoir, et qu'elle pense à ce qu'il y a en dessous, dans cette troisième chambre avec ses murs gravés et ses yeux dans l'obscurité. Ce qui m'a le plus marqué dans son histoire, c'est ceci, qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées après nous, mais qui étaient là avant, et qui ont appris à coexister avec ce qui est venu par-dessus. Si cette histoire t'a fait penser à quelque chose, j'aimerais le lire dans les commentaires. Et si tu as un récit personnel qui attend d'être raconté, tu sais déjà qu'il y a un endroit pour ça ici. Prends soin de toi. On se reparle bientôt. As-tu déjà été dans un endroit où, dès le premier instant, tu as senti que ta présence n'était pas désirée? Pas de manière hostile ou violente, mais d'une façon silencieuse, comme lorsque tu entres dans une pièce et que quelque chose dans l'air te dit que tu es de trop. C'est exactement ce que ressentait Isabelle depuis le premier jour où elle est arrivée sur le trottoir où elle allait enseigner. Isabelle a 28 ans, elle est enseignante, et elle m'a écrit depuis une municipalité du sud de la Colombie il y a un peu plus d'1 mois. Son message était long, très détaillé, et on pouvait sentir qu'elle l'avait gardé en elle pendant longtemps. Si tu as aussi quelque chose que tu aimerais que je raconte ici, écris-moi. Maintenant, laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Isabelle pendant le semestre qu'elle a passé à vivre au bord de la montagne, et pourquoi elle n'a jamais recommencé à marcher seule après le coucher du soleil. Je n'aurais jamais pensé que je finirais par demander un transfert avant la fin de l'année. Lorsque je me suis vu attribuer le poste dans le chemin La Oscurana, j'ai lu le nom sur le papier, et j'ai ressenti quelque chose que je n'ai pas su nommer à ce moment-là. Pas exactement de la peur,
Plutôt un malaise, comme quand on prononce un mot qui ne sonne pas tout à fait juste, même si l'on ne sait pas pourquoi. La Oscurana. J'ai demandé à la coordinatrice du secrétariat de l'éducation si c'était le nom officiel ou un surnom. Elle m'a dit que c'était le nom officiel, qu'il apparaissait sur toutes les cartes depuis plus de 100 ans, et de ne pas m'inquiéter, que c'était un chemin tranquille, que l'école était petite mais en bon état, que les parents étaient des collaborateurs. J'ai signé les papiers, j'ai fait mes valises, je suis parti. Le sentier se trouvait à 2 heures du centre urbain de la municipalité, par une route non goudronnée que la camionnette publique parcourait 3 fois par semaine. Ce qui n'était pas dans les documents, c'était que l'école se trouvait encore à 20 minutes à pied de l'endroit où la camionnette déposait les passagers, par un chemin de mulets qui longeait la montagne. Je l'ai su quand je suis arrivé et que j'ai demandé au conducteur comment y arriver. Il a pointé vers la montagne et m'a dit « Par ce chemin, allez tout droit et ne vous écartez pas ». Ces 4 derniers mots, il me les a dit avec un accent qui ne correspondait pas au ton décontracté du reste de l'indication. Il ne les a pas précisés, il est parti. L'école était exactement comme on me l'avait décrite. Petite, avec des murs en bloc non peints, un toit en zinc, 2 salles de classe et une petite pièce à l'arrière qui servait de logement pour l'enseignant. La directrice s'appelait Sophia. Elle avait une 40aine d'années, un visage aimable et des mains toujours occupées à quelque chose. Elle m'a accueilli avec un café et m'a montré les lieux avec efficacité, comme quelqu'un qui a déjà reçu plusieurs enseignants de la ville qui arrivent avec un air effrayé et s'en vont avant la fin du premier mois. Je lui ai demandé combien d'élèves il y avait. Elle m'a dit 19, de la première à la 5e année, tous dans la même classe qu'elle pendant que je m'occupais de l'autre groupe. Je lui ai demandé combien d'enseignants étaient à passer par cette place ces dernières années. Elle m'a regardé un moment avant de répondre « Quelques-uns ». Elle n'a rien ajouté de plus, et j'ai décidé de ne pas poser d'autres questions non plus. La première semaine était normale. Les enfants étaient timides au début, mais curieux, et dès le 3e jour, ils me posaient des questions auxquelles j'avais du mal à répondre et m'apportaient des fruits et des épis de maïs que leur mère envoyait en guise de bienvenue. Le chemin de sentier, je le faisais 2 fois par jour, le matin et l'après-midi, et la montagne de chaque côté était dense et verte, et sentait la terre humide et quelque chose de floral que je n'arrivais pas à identifier. Les après-midi, quand je rentrais au village pour faire les courses dont j'avais besoin avant que le magasin ne ferme, le chemin devenait différent sous la lumière basse du crépuscule. Les ombres entre les arbres étaient de plus profondes, les sons de la montagne changeaient de registre. Mais je me disais que ce n'était que l'effet de l'heure, qu'il était naturel qu'un chemin forestier se sente différent la nuit que le jour, et je continuais à marcher. C'est la 2e semaine que j'ai commencé à remarquer les petites choses. Le premier était le silence. Pas le silence confortable que l'on associe à la campagne, mais un silence soudain et total qui tombait sur le chemin à certains moments, comme si tout ce qui vivait dans la montagne avait décidé de se taire en même temps. Oiseaux, insectes, le vent entre les feuilles, tout coupé net, pendant 30 ou 40 secondes, puis repris de manière graduelle. Cela s'est produit 3 fois cette semaine, toujours au même endroit du chemin, juste là où un énorme arbre aux racines exposées marquait un virage. La deuxième chose était plus difficile à rationaliser. Un matin, en arrivant à l'école, j'ai trouvé sur le seuil d'entrée une petite figure faite de branches tressées. Elle était grossière mais délibérée. Elle avait une forme humaine, avec des membres attachés par de la fibre végétale, et ce qui semblait être des cheveux humains emmêlés sur le dessus. Ce n'étaient pas des poils d'animal, c'était lisse et sombre, du genre que les enfants de la région ont. J'ai demandé à Sophia si elle savait ce que c'était. Elle l'a regardé pendant une seconde avec une expression que je n'ai pas pu bien lire, puis elle l'a ramassé et l'a jeté derrière l'école sans rien dire. Je l'ai insisté. Qu'est-ce que c'était ? Elle m'a dit « Des choses de la montagne, ne t'en fais pas ». Cette réponse m'a semblé insuffisante, mais le ton avec lequel elle l'a dit m'a laissé clair que je n'allais pas obtenir plus d'informations par ce biais. Je demandais aux enfants, de manière décontractée pendant un cours, s'ils savaient à quels animaux des bois il fallait faire attention. Plusieurs répondirent « serpent, guêpe, le taureau de la ferme de Don Fermine ». Puis une fille de 3e année, qui s'appelait Paola et qui avait les yeux les plus sérieux que j'ai vus chez une enfant de 8 ans, dit sans que personne ne lui demande directement « et au lutin ». Les autres enfants se turent d'une manière qui ne semblait pas être la réaction normale face à une réponse curieuse, mais plutôt quelque chose de plus proche de la déférence. Je demandai à Paola ce qu'elle savait sur les lutins. Elle me dit qu'ils vivent dans les bois, que si on les regarde, ils nous suivent jusqu'à la maison.
et qu'il tire les cheveux des filles avec des tresses. Elle se toucha ses propres tresses en le disant. Je remarquai que tous les enfants avaient les cheveux courts ou soigneusement attachés. Cet après-midi-là, en revenant par le chemin de fer à cheval, j'ai repoussé mes pensées sur les lutins et les figures de branches dans un coin de mon esprit, et je me suis dit que c'étaient des légendes locales, faisant partie de la culture de la région, du genre d'histoires qui se transmettent de génération en génération pour garder les enfants près de chez eux, comme le coco ou l'homme au sac. Des croyances qui ne méritaient pas que moi, avec mes études de pédagogie et ma mentalité urbaine, leur accorde plus de poids qu'elles n'en avaient. Mais à ce même moment, juste en passant devant l'arbre aux racines exposées, le silence est tombé. Cette fois, il a duré plus longtemps. Peut-être une minute entière. Et pendant cette minute, dans le bois à ma gauche, à environ 10 mètres entre les arbres, j'ai entendu quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Un rire. Pas celui d'un adulte. Il était aigu, court, comme le rire d'un petit enfant qui se moque de quelque chose de privé. Et il venait de l'intérieur du bois, où il n'y avait aucun chemin, et où il ne devrait y avoir aucun enfant à cette heure-là. J'ai marché plus vite sans courir. C'était l'instruction tacite que le corps se donne à lui-même dans ces moments-là pour ne pas admettre qu'il a peur. Je suis arrivé au magasin. J'ai acheté ce dont j'avais besoin. Je suis retourné à l'école par le chemin avec encore assez de lumière pour bien voir. Je n'ai rien entendu d'autre. Cette nuit-là, j'ai écrit à ma mère par chat. Je lui ai demandé si elle se souvenait des histoires de lutins de son enfance. Elle m'a répondu avec plusieurs audios enthousiastes sur le lutin qui aurait soi-disant effrayé une voisine du quartier quand elle avait 12 ans. Ce n'était pas exactement l'information que je cherchais, mais le son de sa voix m'a aidé à dormir. La 3e semaine, les rêves ont commencé. Ce n'étaient pas des cauchemars au sens conventionnel. Il n'y avait ni poursuite ni monstre. C'était toujours le même décor, le chemin de fer à cheval, la nuit, avec une lumière qui n'avait pas de source identifiable, une sorte de clarté grise qui recouvrait tout. Je marchais sur ce chemin et je savais, avec cette certitude que seuls les rêves ont, que je ne devais pas m'arrêter. Et sur la colline, de chaque côté, il y avait des présences que je ne voyais pas directement mais que je percevais en périphérie, comme des taches qui se déplaçaient entre les arbres au rythme de mes pas. Je n'arrivais jamais à aucune destination dans le rêve. Je marchais simplement, et les présences me suivaient. Je me réveillais toujours avant l'aube, avec la sensation que la chambre était froide, malgré la chaleur qu'il faisait dans la région, et avec une odeur dans l'air que j'ai mis plusieurs jours à identifier. C'était la même odeur florale du chemin, celle que je n'avais pas réussi à nommer, mais plus concentrée, comme si quelqu'un était entré dans la chambre en la portant sur ses vêtements. Un jour, en vérifiant mes cheveux le matin, j'ai trouvé un nœud. Pas celui qui se forme quand on bouge en dormant. C'était un nœud délibéré, serré, sur une mèche spécifique, comme celui qu'on fait intentionnellement avec les doigts. Je l'ai défait avec difficulté. Le lendemain, il y en avait un autre sur une mèche différente. Je me suis attaché les cheveux avant de dormir. Le matin suivant, la coiffure était défaite et il y avait 2 nouveaux nœuds. Je suis allé parler à Sophia. Cette fois, elle m'a effectivement répondu. Mais nous nous sommes assises dehors, sous le haut vent de l'école. Et elle a parlé à voix basse, bien qu'il n'y ait personne à proximité. Elle m'a dit que les lutins de cette montagne étaient quelque chose que les habitants de la Oscurana connaissaient depuis toujours. Qu'il y avait des familles qui cohabitaient avec eux depuis des générations, en suivant certaines règles. Ne pas entrer dans la montagne après le coucher du soleil, ne pas imiter leurs rires ni leurs sifflets, ne pas regarder directement vers les arbres quand on entendait du mouvement. Elle m'a dit que les lutins avaient un intérêt particulier pour les jeunes femmes aux longs cheveux, qu'ils leur tiraient les cheveux pendant qu'elles dormaient comme moyen d'attirer l'attention, et que si l'on répondait à cet appel, si l'on les cherchait dans la montagne au lieu de les ignorer, les choses pouvaient se compliquer. Je lui ai demandé ce que cela signifiait de se compliquer. Elle a dit qu'ils vous suivent partout où vous allez, que vous commencez à les entendre aussi quand vous n'êtes pas près de la montagne, et que si vous entrez dans la montagne la nuit en les cherchant, parfois vous ne sortez pas. Je lui ai demandé si elle les avait vus. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je suis née ici. J'ai appris les règles depuis petite. Vous êtes arrivé il y a 3 semaines et il commence déjà à vous remarquer. » Puis elle s'est levée et est entrée dans la salle comme si la conversation était terminée. Ce même après-midi, en sortant de l'école en direction du village, je rencontrai sur le chemin un vieil homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était assis sur une pierre au bord du chemin, portant un chapeau de paille et un machette croisé sur les genoux,
regardant la montagne avec l'expression de quelqu'un qui regarde la même chose depuis longtemps. Il me salua en passant et m'appela par mon nom, bien que je ne lui l'ai pas dit. Je lui demandai comment il connaissait mon nom. Il dit « Tout le monde sait qui est la nouvelle maîtresse ». Il se présenta comme Don Aurelio. Il me demanda si j'avais des problèmes pour dormir. Je dis que oui. Il hocha la tête comme s'il s'y attendait. Il me dit de rester un moment et d'écouter ce qu'il voulait me dire. Don Aurelio m'a raconté ce que aucun document du secrétariat à l'éducation ne mentionnait sur la Oscurana, que le nom venait des premières familles qui s'étaient installées là, qu'il avait appelé ainsi parce que la colline qui bordait le chemin avait une obscurité particulière même de jour, une densité que la lumière ne pénétrait pas complètement, que dans cette colline vivait quelque chose que les anciens appelaient simplement « ce qui vient de la colline », qui pouvait prendre la forme d'animaux ou de petits enfants pour s'approcher des gens, et qui avait une appétence particulière pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ne connaissaient pas les règles. Qu'il y avait une femme qui vivait au bord de la colline, plus à l'intérieur du chemin officiel, qui était la seule personne à avoir appris à parler avec ceux qui venaient de la colline, et que lorsque les choses se compliquaient pour quelqu'un, cette femme pouvait aider. Je lui ai demandé qui était cette femme. Don Aurelio a dit son nom d'une voix si basse que je l'ai à peine entendu. Transito. Il m'a dit qu'il n'était pas exactement une personne du village, qu'il était là, à ce bord de la montagne, depuis plus d'années que personne ne pouvait se souvenir, et qu'aller le voir la nuit était une mauvaise idée, mais que le jour, je pouvais le trouver en suivant le chemin officiel un peu plus loin, là où il se terminait, vers l'endroit où les arbres commençaient à se refermer. Que si je voulais que les choses reviennent à la normale, que les nœuds dans les cheveux, les rêves et les rires entre les arbres s'arrêtent, peut-être valait-il la peine d'y aller. Je suis allé au magasin, j'ai fait mes courses, je suis retourné à l'école. Cette nuit-là, les rêves étaient plus intenses. Les présences sur la colline du rêve étaient plus proches du chemin. Elles ne se déplaçaient plus seulement entre les arbres, mais s'arrêtaient au bord, juste là où l'obscurité commençait et la lumière grise se terminait, et me regardaient. Je ne pouvais pas voir leur visage, juste leur silhouette, petite, de la taille d'enfant de 5 ou 6 ans, avec une rigidité dans la posture qui n'était pas du tout enfantine. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. La chambre sentait intensément ce parfum de la colline, et dans le silence de cette heure, avec toute clarté, j'ai entendu depuis l'extérieur de la fenêtre, à quelques mètres, le rire, le même que sur le chemin, aigu, court, répété 2 fois. Je suis resté immobile dans le lit jusqu'à l'aube. Le lendemain, un samedi, il n'y avait pas de cours. J'ai dit à Sofia que j'allais marcher un moment sur le chemin. Elle m'a demandé jusqu'où. Je lui ai dit que peut-être jusqu'à l'endroit où le chemin officiel s'arrêtait. Elle m'a regardé pendant une seconde et m'a dit « Tu vas chercher Transito ?» Je lui ai dit que peut-être. Elle a hoché la tête avec une lenteur qui m'a semblé résignée. Elle m'a dit « Va le matin, avant midi, et n'accepte rien à manger ni à boire qu'elle te proposera. » Je l'ai remerciée. Elle n'a rien dit de plus. Je suis sorti à 8 heures du matin. Le chemin était baigné de lumière et les oiseaux chantaient normalement, et la forêt sentait la terre mouillée de la pluie de la nuit précédente. Je me suis dit que c'était un bel endroit, que dans des circonstances normales, je serais un de ces marcheurs qui cherchent exactement cela, le silence, le verre et l'air pur. Je suis passé devant l'arbre aux racines exposées. Il n'y a pas eu de silence soudain. J'ai continué. Au-delà de l'endroit où se terminait le chemin officiel, il y avait un sentier étroit, à peine marqué, qui s'enfonçait entre les arbres. Je l'ai suivi pendant 10 minutes, avec la lumière filtrant à travers le feuillage en rayons obliques qui rendèrent l'espace à l'intérieur du bois plus clair que je ne l'aurais espéré. Et puis j'ai vu le ranch. Il était petit, en bois sombre, avec un toit couvert de mousse. Il avait un couloir étroit avec une paire de chaises en cuir sec. Et sur l'une de ces chaises, comme si elle m'attendait, se trouvait une femme. Elle était très vieille, de ces vieillesses qui n'ont pas d'âge précis, qui pourraient avoir 80 ans ou 120. Elle avait les cheveux blancs relevés en tresses, ce qui me sembla significatif, bien que je n'aurais pas pu dire pourquoi. Ses yeux étaient d'une couleur claire qui ne s'accordait pas avec le teint sombre de sa peau, une couleur entre le gris et le vert que la lumière de la montagne rendait étrange. Elle me regardait avec la même expression que Don Aurelio au bord du chemin, sans surprise. Elle m'a dit « Isabelle », pas comme une question mais comme une confirmation. Je lui ai dit que oui. Je lui ai dit qu'on m'avait dit qu'elle pouvait m'aider. Elle m'a indiqué de m'asseoir sur l'autre chaise.
Je me suis souvenu de ce que m'avait dit Sofia, et quand elle s'est déplacée vers l'intérieur du ranch, supposant qu'elle allait chercher quelque chose, je lui ai dit que je ne voulais rien, que j'avais pris mon petit déjeuner. Elle est revenue sans rien apporter, s'est assise et m'a demandé ce que j'avais vu et entendu. Le compte tout, les silences en chemin, la silhouette des branches, le rire entre les arbres, les nœuds dans les cheveux, les rêves, le rire dehors de la fenêtre. Elle écoutait sans m'interrompre, les mains sur les genoux et les yeux fixés quelque part entre mes yeux, et la montagne derrière moi. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment, qui m'a paru long. Puis elle m'a dit que la montagne m'avait déjà marqué, que quand quelque chose de la montagne marque quelqu'un, surtout un nouvel arrivant, il faut soit que cette personne parte, soit que quelqu'un négocie pour elle, que partir sans rien faire signifiait les emporter avec soi, qu'ils ne restaient pas dans la montagne mais continuaient, qu'en ville on les confondait avec des rêves ou du stress ou des problèmes de santé mentale mais qu'ils ne partaient pas. Et que rester sans rien faire n'était pas non plus une option parce que l'intérêt augmentait avec le temps. Je lui ai demandé ce que cela impliquait de négocier. Elle m'a expliqué avec la patience de ceux qui ont expliqué la même chose de nombreuses fois, que ce qui se passait avec la montagne n'était pas malveillant dans le sens où les gens l'entendaient, qu'ils ne voulaient pas lui faire de mal, mais qu'il fonctionnait comme une attention soutenue, comme quand un animal des champs s'habitue à une personne et commence à la suivre, que la négociation était simple. Je devais laisser quelque chose au bord de la montagne, quelque chose qui m'appartenait, quelque chose de personnel, et cela fonctionnait comme une limite, comme lui dire que jusqu'à là allait mon espace, et qu'il devait respecter cette limite, qu'elle m'accompagnerait à l'arbre aux racines exposées, qui était le point où la montagne avait commencé à me remarquer, et que je devais laisser l'objet sans regarder vers la montagne pendant que je le faisais. Je lui ai demandé quel type d'objet. Elle a dit « quelque chose que je porte près du corps, qui est son odeur ». Elle portait un bracelet en fil que ma mère m'avait donné quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Je l'avais porté sans l'enlever pendant 4 ans. Je lui ai montré le bracelet. Transito l'a regardé et a hoché la tête. Nous avons marché ensemble sur le sentier vers le chemin officiel. Elle marchait avec une canne en bois sombre et un pas qui n'était pas lent mais qui n'était pas non plus celui que j'aurais attendu de quelqu'un de son âge. Nous n'avons pas parlé pendant le trajet. Quand nous sommes arrivés à l'arbre aux racines exposées, elle s'est arrêtée à quelques mètres de l'arbre et m'a indiqué de m'approcher seule. Elle m'a dit à voix basse « Mets le bracelet sur une racine, ne regarde pas vers la montagne et ne dis rien pendant que tu le fais. » Je me suis approché de l'arbre. L'odeur de la montagne était intense là, ce mélange d'humide et de floral que je connaissais déjà de près. Je me suis penché et j'ai mis le bracelet sur une racine qui sortait du sol comme un arc. La terre en dessous était molle et sombre. J'ai gardé les yeux sur mes mains, sur la racine et sur la terre. Je n'ai pas regardé vers la montagne. Mais j'ai écouté. C'était d'abord le silence, celui de toujours, cette coupure totale. Et puis, pendant ce silence, quelque chose s'est approché. Je ne l'ai pas vu, je l'ai seulement entendu. Des pas sur les feuilles sèches du sol de la montagne, légers, irréguliers, comme ceux de quelqu'un qui ne pèse pas beaucoup. Ils se sont arrêtés à quelques mètres de l'endroit où j'étais. Et il y a eu une respiration, à peine audible, curieuse. Je me suis levé. J'ai marché de retour vers Transito sans courir, avec tout le calme que j'ai pu rassembler. Elle m'a regardé quand je suis arrivé à ses côtés et a dit « Bien ». Nous avons commencé à marcher de retour vers l'école. Il n'y a pas eu de silence soudain pendant ce trajet. Les oiseaux ont chanté tout le long du chemin. Cette nuit-là, j'ai dormi différemment, profondément, sans rêve, ou s'il y en a eu, je ne les rappelle pas. La chambre ne sentait rien d'étrange. Le matin, j'ai vérifié mes cheveux, sans nœuds. Une semaine est passée, puis une autre. Le chemin de fer n'était qu'un chemin. La montagne de chaque côté n'était qu'une montagne. Les enfants continuaient à prendre soin de leurs cheveux, les mères continuaient à envoyer des fruits en signe de remerciement, et Sofia me regardait de temps en temps avec une expression que j'avais appris à interpréter comme « Tout va bien ?» à laquelle je répondais en hochant la tête. Je ne suis pas allé chercher Transito à nouveau. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire. Parfois, je pense que j'aurais dû lui poser plus de questions, qu'il y avait des choses qu'elle savait et qu'elle ne m'a pas dites parce que je ne les ai pas demandées. Qui elle était, exactement? Depuis combien de temps elle était à ce bord de la montagne? Ce qu'elle avait négocié elle-même pour rester là toutes ces années sans que rien de la montagne ne la dérange.
À la fin de ce semestre, j'ai demandé un transfert. Pas par peur ou pas seulement pour cela. C'était parce que la Oscurana me demandait un type d'attention et une adaptation que je n'étais pas sûr de pouvoir maintenir. Il y a des personnes qui naissent dans ces endroits et apprennent leurs règles depuis l'enfance et les portent naturellement. Je n'étais pas cette personne, et il vaut mieux le reconnaître à temps que de rester jusqu'à ce que quelque chose que l'on ne comprend pas tout à fait décide qu'il a déjà passé suffisamment de temps à observer. Mon transfert a été approuvé pour l'année scolaire suivante. La dernière fois que j'ai marché sur le chemin en fer à cheval, j'ai regardé l'arbre aux racines exposées en passant. Le bracelet n'était plus là. Je suppose que l'eau ou le vent l'ont emporté, ou qu'un animal l'a trouvé. Ou peut-être que quelque chose d'autre l'a emporté. Je ne veux pas savoir laquelle des trois options est la bonne. C'est tout ce que je peux raconter. Ou tout ce que je suis prête à raconter pour l'instant. Et là se termine le témoignage d'Isabelle. Elle m'a écrit à la fin du message qu'elle pense encore aux enfants de la Oscurana, en particulier à Paola, celle aux yeux sérieux qui savait plus que ce qu'une fille de 8 ans devrait savoir. Ce qui me reste le plus de son histoire, c'est cette image de quelque chose de la montagne qui te remarque simplement, sans malice, comme une attention que personne n'a demandée et qui ne sait pas comment s'éteindre seule. Si tu connais des histoires de ta région sur des lutins, des entités de la montagne ou des lieux avec des règles que personne n'a écrites mais que tout le monde respecte, raconte-les-moi dans les commentaires. J'adore quand on partage ce genre de récits. Passe une nuit tranquille, et si tu vis près d'une forêt, tu sais, ne regarde pas entre les arbres quand tu entends du mouvement. On se reparle bientôt. Un suiveur qui travaille comme conducteur d'ambulance m'a envoyé cette histoire il y a quelques jours, et honnêtement, cela m'a laissé sans voix. Si vous travaillez également de nuit, ou avez vécu quelque chose qui vous a fait douter de la réalité, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Ce témoignage vient de quelqu'un qui préfère s'identifier seulement comme Miguel, et ce qui lui est arrivé pendant une nuit de garde a complètement changé sa façon de voir le monde. Nous parlons d'un hôpital abandonné, d'un appel qui n'aurait jamais dû être répondu, et de quelque chose qui attendait dans l'obscurité. Si vous êtes facilement mal à l'aise, considérez cela comme un avertissement. Je travaille comme paramédic dans la ville depuis 7 ans. J'ai vu de tout. Des accidents brutaux, des morts violentes, des situations qui vous font remettre en question l'humanité. Je pensais que rien ne pouvait plus me surprendre. J'avais complètement tort. Tout cela s'est passé il y a 2 ans, pendant un service de nuit en novembre. Je travaillais avec ma collègue Daniela, une femme d'une 40aine d'années avec plus d'expérience que moi, quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Ce soir-là, nous étions assignés à la zone nord de la ville, un secteur qui comprenait plusieurs vieux quartiers et quelques zones industrielles abandonnées. Il était 2h30 du matin lorsque nous avons reçu l'appel. Daniela a pris la radio pendant que je conduisais de retour à la base après avoir déposé un patient aux urgences. Unité 7, vous avez un code d'urgence. Patiente féminine, 32 ans, difficultés respiratoires sévères. Localisation, hôpital San Rafael, LA, 3e étage. Je suis resté figé. Daniela est également restée silencieuse, regardant la radio comme si elle avait mal entendu. Répétez la localisation, a-t-elle dit après quelques secondes. Hôpital San Rafael, LA, 3e étage, chambre 304. Daniela et moi nous sommes regardés. L'hôpital San Rafael avait été fermé depuis 5 ans. Je connaissais bien le bâtiment car ma mère y avait travaillé comme infirmière avant la fermeture. L'endroit était abandonné, supposément en cours de démolition qui n'avait jamais été achevé. Personne n'y vivait. Personne ne devrait y être. Centrale, confirmez l'adresse. L'hôpital San Rafael est fermé depuis des années, dis-je par radio. Il y eut des interférences. Puis une voix différente, pas celle de l'agent habituel. Une voix qui semblait étrange, comme si elle venait de très loin. Patient critique, nécessite une attention immédiate. Hôpital San Rafael, Est, 3e étage. Daniela prit la radio. Qui parle? Où est Carmen? Carmen était notre répartitrice ce soir-là. Plus de statique. Puis, le silence. Nous avons appelé directement le central depuis le portable. Carmen a répondu, confuse. Je ne vous ai envoyé aucun appel dans la dernière heure. De quoi parlez-vous? Nous lui avons expliqué ce que nous avions entendu. Elle a vérifié le système et nous a dit qu'il n'y avait aucun enregistrement de cet appel. Aucun appel à l'hôpital San Rafael. Rien. Ça doit être une interférence, dit-elle.
Un signal croisé. Retourner à la base. Mais Daniela n'était pas convaincue. Et s'il y a vraiment quelqu'un là-bas, un sans-abri qui s'est introduit, un toxicomane qui a fait une overdose? Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Je ne voulais pas y aller. Quelque chose dans mon ventre me disait que c'était une mauvaise idée. Mais Daniela avait raison. S'il y avait ne serait-ce qu'une possibilité que quelqu'un ait besoin d'aide, nous devions vérifier. Je conduisais vers l'hôpital San Rafael. Il était en périphérie du centre, dans une zone qui avait été prospère il y a des décennies, mais qui était maintenant remplie de bâtiments vides et de rues sombres. L'hôpital était une immense structure de 5 étages, avec une architecture des années 60, tout en béton, et avec des fenêtres brisées. Il y avait une grille métallique entourant la propriété, mais elle avait des trous, où il était clair que des gens s'étaient introduits. J'ai garé l'ambulance devant l'entrée principale. Les lumières d'urgence du véhicule illuminaient la façade du bâtiment, projetant des ombres inquiétantes. « C'est une mauvaise idée, dis-je. »« Je sais, mais entrons vite, vérifions le 3e étage, et nous partons. » Nous avons pris notre équipement et nos lampes de poche. La porte principale était ouverte, suspendue par une seule charnière. Nous sommes entrés. L'odeur a été la première chose qui m'a frappé. Humidité, moisissure et quelque chose d'autre. Quelque chose d'organique, comme de la viande en décomposition. Le hall était détruit. Le comptoir de la réception couvert de graffitis, les chaises brisées et dispersées, le sol rempli de débris et de déchets. Nos lanternes coupaient l'obscurité, révélant des morceaux de ce qui avait autrefois été un hôpital fonctionnel. Des brancards rouillés, du matériel médical ancien éparpillé partout, des panneaux tombés. « À l'est », dit Daniela, en pointant un couloir à notre droite. Nous marchions lentement, nos pas résonnant dans le silence. Je pouvais entendre de l'eau goutter quelque part, et le vent siffler à travers les fenêtres brisées. Chaque ombre semblait bouger, chaque son semblait trop proche. Nous avons trouvé les escaliers. L'ascenseur ne fonctionnait évidemment pas. Nous avons commencé à monter. Les marches étaient couvertes de poussière et il y avait des empreintes récentes. Quelqu'un avait été ici. « Regarde », chuchota Daniela, éclairant les empreintes. Elles étaient de pieds nus, petites, comme celles d'une femme. Et elles étaient humides, laissant des marques sombres dans la poussière. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Nous avons continué à monter. Le 2e étage était aussi détruit que le premier. Mais quand nous sommes arrivés au 3e étage, quelque chose a changé. L'air se sentait différent, plus frais, et il y avait une nouvelle odeur, à la fois sucrée et nauséabonde. « Chambre 304, dis-je, en vérifiant les numéros sur les portes. Les portes des chambres étaient pour la plupart ouvertes, révélant des espaces vides remplis de débris. Mais quand nous sommes arrivés à la 304, la porte était fermée, et il y avait de la lumière qui filtrait en dessous. Daniela et moi nous sommes regardés. Elle a mis sa main sur la poignée. « Bonjour, nous sommes des paramédics. Y a-t-il quelqu'un ici ?» Il n'y eut pas de réponse. Elle a lentement ouvert la porte. La chambre était intacte, pas comme le reste de l'hôpital. Le lit était fait avec des draps propres. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la table, et des bougies allumées, des dizaines d'entre elles, illuminant l'espace d'une lumière vacillante. Dans le lit se trouvait une femme. Elle était allongée sur le dos, complètement immobile, les mains croisées sur la poitrine. Elle portait une robe de chambre blanche. Ses cheveux sombres étaient étendus sur l'oreiller, et sa peau était pâle, presque grise. « Madame ?» dit Daniela en s'approchant. Je restais à la porte, sentant que chaque instinct dans mon corps me criait de courir. Quelque chose n'allait pas. Tout n'allait pas. Daniela se pencha sur la femme, vérifiant son pouls. Puis elle se redressa brusquement, faisant un pas en arrière. « Miguel, elle est froide. Elle est morte, complètement rigide. » Je regardais de plus près. La femme ne respirait pas. Ses lèvres avaient une teinte bleuâtre. Mais les bougies étaient allumées. Les fleurs étaient à fraîches. Quelqu'un avait préparé cette chambre récemment. « Nous devons appeler la police, que dis-je ?» C'est alors que la femme ouvrit les yeux. Daniela cria et trébucha en arrière. Je restais paralysé. La femme nous regardait directement, avec des yeux complètement noirs, sans blanc, sans iris, juste de l'obscurité. Elle s'assit sur le lit d'un mouvement rigide, antinaturel, comme une marionnette tirée par des fils. Son cou craqua avec le mouvement. « Ils sont arrivés », dit-elle d'une voix qui n'était pas humaine. C'était multiple, comme plusieurs voix parlant en même temps. Ils sont enfin arrivés. Daniela et moi avons couru.
Nous sommes sortis de la chambre et avons couru vers les escaliers, nos lampes de poche rebondissant follement, alors que nous descendions les marches deux par deux. Derrière nous, nous avons entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Et des pas lents, traînants, nous suivant. J'ai attendu si longtemps, disait la voix, résonnant dans tout l'étage. Si longtemps seul. Vous ne pouvez pas partir maintenant. Nous sommes arrivés au deuxième étage et avons continué à courir. Mais lorsque nous sommes arrivés aux escaliers menant au premier, nous nous sommes arrêtés net. Il y avait une femme debout sur le palier. La même femme. Elle nous regardait d'en bas, avec ses yeux noirs. Comment? Daniela n'a pas pu terminer sa phrase. La femme a commencé à monter les escaliers vers nous. Nous avons reculé vers le couloir du deuxième étage. Nous devions trouver une autre sortie. Nous avons couru dans les couloirs sombres, essayant de nous orienter. Derrière nous, les pas se multipliaient. Ce n'était plus seulement un, il y en avait beaucoup. Beaucoup de pas traînants, beaucoup de voix chuchotant. Nous avons trouvé un autre escalier au fond du bâtiment. Nous sommes descendus frénétiquement. Quand nous sommes arrivés au premier étage, nous avons réalisé que nous n'étions pas dans le hall principal. Nous étions quelque part dans l'aile est, perdus dans un labyrinthe de couloirs. Par ici, ai-je dit, voyant une lumière au loin. Lumière naturelle, une sortie. Nous avons couru vers elle. C'était une porte qui donnait sur l'extérieur, sur une cour arrière de l'hôpital. Nous sommes sortis et avons continué à courir, contournant le bâtiment vers l'endroit où nous avions laissé l'ambulance. Les pas nous suivaient. J'ai regardé en arrière et j'ai vu des silhouettes émergeant des ombres du bâtiment. Toutes des femmes, toutes vêtues de blouses d'hôpital, toutes avec ses yeux noirs. Il y en avait au moins 20. Nous sommes arrivés à l'ambulance. J'ai sauté à l'intérieur et démarré le moteur. Daniela venait à peine de fermer sa porte que j'ai accéléré, nous éloignant de là avec les pneus crissants. Dans le rétroviseur, j'ai vu des silhouettes rester immobiles devant l'hôpital, nous regardant partir. La dernière que j'ai vue était la femme de la chambre 304. Elle a levé une main, comme pour dire au revoir. J'ai conduit directement au poste de police le plus proche. Nous leur avons tout raconté. Ils nous ont regardés comme si nous étions fous, mais ils ont accepté de vérifier l'hôpital. Le lendemain, ils nous ont appelés. Ils avaient inspecté l'hôpital San Rafael. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas de bougies, pas de fleurs, pas de lit fait. La chambre 304 était vide, pleine de débris comme le reste du bâtiment. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un y ait été depuis des années. Mais il y avait autre chose. Ils ont examiné les dossiers de l'hôpital avant sa fermeture. La chambre 304 faisait partie de l'aile d'oncologie. La dernière patiente enregistrée dans cette chambre était décédée là en 2008. Son nom était Elena Carrasco. Elle est morte seule, au milieu de la nuit, alors que l'hôpital était évacué en raison d'une panne électrique massive. Personne n'était avec elle lorsqu'elle est décédée. Ils m'ont montré sa photographie du dossier. C'était la femme que nous avions vue. Daniela et moi avons été évalués psychologiquement. Nous avons subi des tests de dépistage de drogue. Tout était normal. Officiellement, notre histoire a été classée comme stress au travail et hallucination partagée. Mais je sais ce que j'ai vu. Daniela le sait aussi. Elle a quitté son travail 2 mois plus tard. Elle dit qu'elle ne peut plus, qu'à chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle voit ses yeux noirs. J'ai continué à travailler, mais j'ai demandé un transfert dans une autre zone. Je n'accepte plus jamais d'appel dans la zone nord. Et jamais, sous aucune circonstance, je ne m'approche de l'hôpital San Rafael. La partie qui me hante le plus est l'appel original. J'ai enquêté par moi-même. J'ai parlé avec des techniciens de la centrale d'urgence. Ils m'ont dit que pour que cet appel arrive à notre radio, quelqu'un aurait dû le passer depuis un téléphone enregistré dans le système, l'un des téléphones d'urgence de l'hôpital. Mais tous ces téléphones ont été déconnectés lorsque l'hôpital a fermé en 2013. Tous, sauf un. Le téléphone de la chambre 304 n'a jamais été officiellement désactivé du système. Une erreur administrative. Techniquement, ce numéro était toujours actif dans les registres. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si nous n'étions pas allés. Si nous avions ignoré l'appel, Elena aurait-elle continué à attendre? Continuerait-elle à appeler, nuit après nuit, espérant que quelqu'un vienne? Ou pire, je me demande si nous sommes vraiment partis. Parce que depuis cette nuit-là, il y a des moments où je suis dans l'ambulance, en train de travailler, et j'entends quelque chose à la radio, de la statique, des voix lointaines, et parfois, très clairement, une voix qui dit « Vous n'êtes pas partis, vous êtes toujours ici avec moi ».
Quand cela arrive, je vérifie les miroirs. Et je jure que parfois je vois une silhouette sur le siège arrière de l'ambulance. Une femme en blouse d'hôpital, me regardant avec des yeux qu'elle ne devrait pas avoir. Daniela m'a confié quelque chose avant de partir. Elle a dit qu'elle les voyait aussi, pas seulement dans l'ambulance, chez elle, dans la rue, toujours dans le coin de l'œil, toujours en train d'observer. Je pense qu'elle nous a marqués, m'a-t-elle dit. Je pense que quand nous sommes entrés dans cette pièce, quelque chose a changé, comme si nous avions franchi une ligne que nous ne devions pas franchir. Peut-être qu'elle avait raison, parce que je les vois plus souvent maintenant. Pas seulement Elena, toutes elles, les femmes de l'hôpital. Parfois, elles sont debout dans des coins sombres quand je conduis la nuit. Parfois, je les vois reflétées dans les fenêtres, toujours en train de regarder, toujours en train d'attendre. J'ai parlé avec des prêtres, avec des guérisseurs, avec quiconque voulait écouter. La plupart pensent que je suis fou. Mais un vieux prêtre m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Il y a des endroits où la mort s'accumule, m'a-t-il dit, où tant de personnes sont mortes, surtout des morts tristes, solitaires, que la frontière entre ce monde et l'autre devient mince. Et parfois, ceux qui sont morts seuls sont si désespérés de compagnie qu'ils font tout pour attirer les vivants vers eux. Que puis-je faire ? Lui ai-je demandé. Rien. Une fois qu'ils t'ont vu, une fois que tu as répondu à leur appel, tu fais partie de leur monde. La seule chose que tu peux faire est d'apprendre à vivre avec ça. Je ne sais pas si je dois le croire. Je ne sais plus quoi croire. Ce que je sais, c'est qu'il y a un hôpital San Rafael dans cette ville qui devrait être démoli, qu'il devrait être réduit en décombres et en cendres. Mais ce ne sera pas le cas, parce qu'à chaque fois qu'une équipe de démolition s'approche, des choses étranges se produisent. Des accidents, des maladies soudaines. Le projet est annulé encore et encore. C'est comme si le bâtiment se protégeait lui-même, ou comme si ce qui est à l'intérieur ne voulait pas être dérangé. Parfois, je conduis là-bas la nuit, de loin, juste pour voir s'il est vide. Il ne l'est jamais. Il y a toujours des lumières au 3e étage, des lumières de bougies qui scintillent dans les fenêtres de la chambre 304. Et si je reste à regarder assez longtemps, je vois des silhouettes se déplacer derrière les vitres brisées, des silhouettes qui semblent attendre, regardant à l'extérieur, cherchant quelqu'un d'autre pour répondre à leur appel. Mon conseil, si jamais vous recevez un appel d'urgence dans un endroit abandonné, en particulier un hôpital, n'y allez pas. Peu importe combien votre sens du devoir vous dit que vous devez aider. Certains endroits sont abandonnés pour une raison. Et certains patients ne devraient jamais recevoir de visite. C'est tout ce que Miguel m'a partagé. Il continue de travailler comme paramédic, bien qu'il dise que chaque nuit de travail est un défi qu'il affronte avec peur. Si vous avez déjà travaillé dans le secteur de la santé et vécu quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, j'aimerais beaucoup le lire dans les commentaires. Ces histoires de travailleurs de nuit m'impactent toujours d'une manière spéciale. Si ce témoignage vous a plu, abonnez-vous pour plus de récits chaque semaine. Il y a beaucoup d'autres expériences qui attendent d'être racontées. Passez une bonne nuit. Et si vous travaillez de nuit, prenez bien soin de vous là-bas. Ce que je vais vous raconter maintenant m'a été envoyé par Carla, une abonnée qui travaille comme enseignante dans une zone rurale d'Argentine. Si vous avez déjà ressenti que quelque chose vous observe depuis la forêt, ou si vous avez vécu des phénomènes que la raison ne peut expliquer, partagez-le dans les commentaires. Cela m'aide beaucoup de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces expériences. L'histoire de Carla a commencé lorsqu'elle a accepté un emploi dans une école isolée, dans un village si petit qu'il apparaît à peine sur les cartes. Ce qu'elle a découvert là-bas sur les traditions locales et sur quelque chose qui habite dans la forêt voisine l'a amenée à reconsidérer tout ce qu'elle croyait sur la réalité. Cela implique des enfants qui savent plus qu'ils ne le devraient, une présence ancienne et un prix que certains sont prêts à payer. J'ai accepté le poste à l'école rurale Negro 47 parce que j'avais besoin d'argent et parce que, honnêtement, je voulais m'éloigner de la ville pendant un certain temps. Je venais de terminer une relation difficile et l'idée de passer un an au milieu de nulle part me semblait parfaite. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'engageais. Le village s'appelait Villa del Silence, un nom que j'aurais dû prendre plus au sérieux. Il était situé dans les montagnes, entouré de forêts denses de pins et de myrtes.
La population ne comptait que 200 personnes, principalement des familles de personnes âgées et quelques travailleurs forestiers. L'école n'avait que 15 élèves, de la première à la 6e année, tous dans la même classe. Je suis arrivé en mars, au début de l'année scolaire. Le directeur, Don Osvaldo, était un homme d'une 60aine d'années qui était né et avait grandi dans le village. Il m'a accueilli avec gentillesse mais avec une certaine réserve, comme s'il m'évaluait. La dernière maîtresse n'a duré que 3 mois, me dit-elle en me montrant le petit appartement attenant à l'école où je vivrais. Elle a dit qu'elle ne s'adaptait pas à la vie rurale. J'espère que tu auras plus de résistance. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'importance. J'avais fait des stages d'enseignement dans des endroits compliqués. Je pensais que je pouvais gérer cela. Les premiers jours furent normaux. Les enfants étaient silencieux, mais attentifs. La plupart venaient de familles modestes, et je pouvais voir dans leurs yeux ce mélange de curiosité et de méfiance que les enfants qui grandissent isolés ont. Il y avait aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas identifier immédiatement. C'était comme s'ils partageaient un secret, une compréhension silencieuse entre eux qui m'excluait. L'école était à la lisière du village, avec la forêt littéralement à 50 mètres de la cour arrière. Dès le premier jour, j'ai remarqué que les enfants ne jouaient jamais près de la ligne d'arbres. Ils restaient toujours au centre de la cour, comme s'il y avait une barrière invisible qu'ils ne devaient pas franchir. Un jour, pendant la récréation, une balle a roulé vers la forêt. Les enfants sont restés là, à la regarder. Personne ne s'est déplacé pour aller la chercher. Ils ne vont pas chercher la balle? Ai-je demandé. Tous me regardèrent en silence. Finalement, Mathias, l'un des plus grands, parla. « On ne peut pas, mademoiselle. On n'entre pas dans la forêt. » Pourquoi pas? Parce qu'elle ne veut pas. La façon dont il a dit « elle » m'a donné des frissons. Ce n'était pas ma maman ou la directrice. C'était « elle » avec une majuscule implicite, comme s'il parlait de quelqu'un que tout le monde connaissait et respectait. « Qui est elle ?» ai-je demandé. Les enfants échangèrent des regards. Puis, comme s'ils avaient pris une décision collective, tous se retournèrent et recommencèrent à jouer, ignorant complètement ma question. La balle resta là, au bord de la forêt, jusqu'à ce qu'il fasse sombre. Cette nuit-là, j'ai demandé à Don Osvaldo qui était « elle ». Il se tendit immédiatement. « Les enfants ont de l'imagination », dit-il, évitant mon regard. « Des histoires que se racontent les familles, ne fais pas attention. Mais tout le monde semble y croire. Que croient-ils exactement ?» Elle soupira, se frottant le visage avec fatigue. « Regarde Carla. C'est un vieux village. Les gens ici ont des coutumes anciennes. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remettre en question. Tiens simplement les enfants éloignés de la forêt et tout ira bien. » Ce n'était pas une réponse satisfaisante, mais j'ai décidé de laisser passer, pour l'instant. Les semaines suivantes furent étranges. Les enfants étaient de bons élèves, mais il y avait des moments où ils restaient tous immobiles, comme s'ils entendaient quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. Ils regardaient vers la forêt avec des expressions que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas exactement de la peur, c'était plus comme de la reconnaissance. Comme si quelque chose là-dehors leur parlait et qu'ils répondaient par un silence respectueux. Un après-midi d'avril, alors que je corrigeais des travaux dans mon appartement, j'entendis des chants. C'étaient des voix d'enfants venant de l'extérieur. Je regardais l'horloge. Il était 11 heures du soir. Je sortis sur le balcon et vis quelque chose qui me glaça. Tous mes élèves étaient dans la cour de l'école formant un cercle parfait. Ils étaient pieds nus, en pyjama, chantant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Au centre du cercle, il y avait un panier rempli de fruits, de fleurs et de ce qui semblait être de petits jouets. Je suis descendu en courant. « Que faites-vous? Où sont vos parents ?» Ils ne m'ont pas entendu. Ils continuaient à chanter, les yeux fermés, se balançant doucement. Puis, depuis la forêt, j'ai entendu une réponse. C'était un chant aussi, mais différent, plus profond, plus ancien. Et cela se rapprochait. J'ai essayé de prendre l'un des enfants par le bras, mais c'était comme s'ils ne me ressentaient même pas. Ils étaient en transe, complètement indifférents à ma présence. La voix de la forêt se rapprochait de plus en plus. Je pouvais entendre des branches se briser, des feuilles bouger. Quelque chose de grand venait vers nous. Alors, aussi brusquement qu'ils avaient recommencé, les enfants ont cessé de chanter. Ils ont ouvert les yeux tous en même temps, m'ont regardé avec des expressions sereines, et ont commencé à marcher silencieusement de retour chez eux, comme si rien ne s'était passé. Je suis resté seul dans la cour avec le panier d'offrandes à mes pieds,
et le son de la forêt qui s'éteignait lentement. Le lendemain matin, j'ai confronté Don Osvaldo. Il était furieux que je ne sois pas au courant de cela. « Tu dois comprendre », m'a-t-il dit, cédant enfin. Cela se passe ainsi depuis des générations. Chaque pleine lune, les enfants font l'offrande. C'est parti d'un accord. Quel genre d'accord? Il s'est assis lourdement sur sa chaise. Il y a longtemps, avant ma naissance, ce village faisait face à des temps très difficiles. Des sécheresses, des maladies, de la famine. Les gens étaient désespérés. Alors, certains des anciens sont allés dans la forêt et ont établi un contact avec quelque chose qui vivait là depuis avant qu'il y ait un village. Tu parles de superstition. Vraiment? As-tu remarqué qu'ici, il n'y a jamais de sécheresse, que les récoltes sont toujours bonnes, que les enfants ne tombent jamais gravement malades? Il fit une pause. Il y a un prix pour cette protection. Les offrandes mensuelles en font partie. Et il y a des règles. Ne jamais entrer dans la forêt sans permission. Ne jamais chasser sur son territoire. Et jamais, au grand jamais, manquer une offrande. C'est de la folie. Peut-être, mais la dernière fois que quelqu'un a essayé de rompre l'accord, il y a environ 20 ans, 3 enfants ont disparu en une seule nuit. On les a retrouvés une semaine plus tard à la lisière de la forêt. Vivants, mais changés. Ils n'ont pas parlé pendant des mois. Et quand ils l'ont finalement fait, ils ne se souvenaient plus de leur nom. Ils ont dû tout réapprendre, comme s'ils étaient des bébés dans des corps d'enfants de 8 ans. Je sentis un frisson me parcourir. Et qu'est-ce que elle, exactement? Je ne sais pas. Personne ne le sait vraiment. Certains l'appellent la gardienne de la forêt. D'autres disent que c'est quelque chose de plus ancien, d'avant les conquistadors. Ce que je sais, c'est que c'est réel, et qu'elle tient sa part du marché tant que nous tenons la nôtre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je pensais toujours aux enfants, à leurs chants, à cette présence qui venait de la forêt. Une partie de moi voulait fuir, prendre mes affaires et partir. Mais une autre partie, la partie curieuse et têtue qui m'avait toujours mis dans des ennuis, voulait comprendre. J'ai décidé d'enquêter. Je suis allé à la petite bibliothèque du village, plutôt une pièce dans la maison de Doña Marta, la femme la plus âgée de l'endroit. Elle avait été enseignante avant Don Osvaldo et connaissait toute l'histoire locale. Quand je lui ai demandé à propos de elle, ses yeux se sont assombris. « Alors tu l'as déjà découvert », a-t-elle dit. Je me demandais combien de temps tu mettrais. Elle m'a montré de vieux documents, des journaux des premiers habitants. Il parlait d'une femme de la forêt qui apparaissait en temps de besoin. Il disait qu'elle était grande, plus grande que n'importe quelle personne normale, avec des cheveux qui semblaient faits de branches et de feuilles. Ses yeux brillaient comme des braises dans l'obscurité, et quand elle parlait, sa voix sonnait comme le vent entre les arbres. Certains disent que c'est un esprit de la nature, a expliqué Doña Marta. D'autres croient que c'est quelque chose de plus sombre, un démon ou une sorcière ancestrale. Ce que je sais, c'est qu'elle est liée à cette terre, et que le pacte que nos ancêtres ont fait l'a aussi liée à nous. Que demande en échange de sa protection? Doña Marta ferma lentement le livre. Respect, offrande, et occasionnellement, quelque chose de plus. Que veux-tu dire par quelque chose de plus? Chaque génération, elle en choisit un. Un garçon ou une fille qui montre une certaine sensibilité. Cette personne devient son lien avec le peuple. Ils peuvent l'entendre, ils peuvent lui parler. C'est un honneur, disent-ils. Mais c'est aussi un fardeau. Parce qu'une fois que tu es choisi, tu n'es jamais complètement libre. Tu auras toujours un pied dans son monde. Et si l'enfant refuse, personne ne refuse. Quand elle appelle, tu réponds. Ce n'est pas vraiment un choix. Je suis sorti de là avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était claire. Quoi que soit cette entité, elle était réelle pour les gens de ce village. Et son influence était absolue. Les jours suivants, j'ai observé mes élèves plus attentivement. Il y avait une fille en particulier, Lucia, âgée de 9 ans, qui semblait différente des autres. Elle était silencieuse, observatrice, et passait beaucoup de temps à regarder vers la forêt pendant les cours. Les autres enfants la traitaient avec un mélange de respect et de distance, comme s'ils savaient quelque chose à son sujet que j'ignorais. Un jour, je suis resté après les cours pour lui parler. « Lucia, puis-je te poser une question ?» Elle me regarda avec ses yeux sombres et profonds. « À propos d'elle, n'est-ce pas ?»« Oui, tu peux. L'écouter ?» Elle hocha lentement la tête.
Je l'ai toujours écouté, depuis que je suis très petite. Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais ensuite ma grand-mère m'a dit que j'étais spécial, qu'elle m'avait choisi. Pourquoi faire? Pour être sa voix. Quand elle a quelque chose à dire au peuple, elle me le dit à moi. Et je le dis aux adultes. Et que dit-elle? Récemment, il dit que quelque chose est en train de changer. Qu'il y a quelqu'un de nouveau qui ne comprend pas les règles. Que si cette personne n'apprend pas vite, il y aura des conséquences. Je me suis rendu compte avec un frisson qu'il parlait de moi. Que veut-il de moi? Il veut que tu comprennes que la forêt n'est pas à toi pour explorer, qu'il y a des limites que tu ne dois pas franchir, que le pacte est ancien et sacré, et que toi, en tant que maîtresse, tu as un rôle à jouer pour le maintenir. Je n'ai fait aucun pacte. En venant ici, en acceptant de prendre soin de nous, tu l'as fait. Tous ceux qui vivent à Villa del Silencio font partie de l'accord, il n'y a pas d'exception. Cette nuit-là, j'ai décidé que je devais la voir par moi-même. J'avais besoin de comprendre ce qu'était vraiment cette chose qui avait tout un peuple sous son contrôle. J'ai attendu jusqu'à minuit, j'ai pris une lampe de poche et je suis allé vers la forêt. L'air a changé au moment où j'ai franchi la ligne des arbres. Il est devenu plus dense, plus froid. Le silence était absolu. Il n'y avait pas d'insectes, pas de vent. Juste mes pas crissant sur des feuilles sèches. J'ai marché pendant ce qui semblait des heures, bien que ma montre disait qu'il n'était passé que 10 minutes. La forêt était différente la nuit, presque vivante. Les arbres semblaient se pencher vers moi, m'observant. Les ombres se déplaçaient dans des formes qui ne correspondaient pas au mouvement de ma lampe de poche. Puis, je l'ai entendu. « Pourquoi es-tu venu ?» La voix venait de partout. Elle n'était ni forte ni menaçante, mais il y avait un poids en elle qui me faisait vouloir m'agenouiller. « Je veux comprendre, dis-je, essayant de garder ma voix ferme. Je veux savoir ce que tu es et ce que tu veux de ce village. » Il y eut un son semblable à un rire, mais ce n'était pas joyeux. C'était le son du vent entre les branches mortes. Les humains veulent toujours comprendre, comme si comprendre quelque chose leur donnait du pouvoir sur elle. Alors je l'ai vue. Elle est émergée des arbres, et mon esprit a lutté pour traiter ce que mes yeux voyaient. Elle était vaguement humanoïde, mais trop grande, trop mince. Sa peau avait la couleur et la texture de l'écorce d'arbre. Ses cheveux étaient littéralement des branches avec des feuilles qui bougeaient comme si elles avaient leur propre vie. Et ses yeux étaient profonds et verts, comme des puits d'eau couverts de mousse, et brillaient de leur propre lumière. « Que es-tu » murmurai-je. « Je suis celle qui était ici avant vous. Je suis celle qui sera ici après votre départ. Je suis la mémoire de cette forêt, la gardienne de ses secrets. Et le pacte. Il y a longtemps, quand les humains sont arrivés avec leurs haches et leurs feux, ils ont presque tout détruit. Mais certains, les sages parmi vous, ont demandé la permission. Ils ont offert du respect en échange de coexistence, et j'ai accepté. Je protège votre peuple de la famine, de la maladie, des désastres. En échange, vous respectez la forêt, faites vos offrandes, et me donnez accès à ceux qui ont le don. Accès? Qu'est-ce que cela signifie? Les enfants comme Lucia peuvent voir les deux mondes. Ils sont des ponts entre ta réalité et la mienne. À travers eux, je maintiens l'équilibre. Et quand leur temps viendra, ils choisiront. Ils peuvent rester dans votre monde, ou ils peuvent traverser dans le mien, et devenir quelque chose de plus. C'est comme les kidnapper. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce leur offrir un choix que aucun autre humain n'a? Lucia ressent déjà l'appel. Elle marche déjà dans deux mondes. Quand elle sera assez âgée, elle décidera par elle-même. Je reculai me sentant nauséeux. Je ne vais pas permettre que tu prennes mes élèves. La créature s'approcha, et bien qu'elle ne me touche pas, je ressentis le poids de sa présence comme une main serrant ma poitrine. Ce n'est pas toi qui permets ou ne permets pas. Tu es ici depuis à peine un mois, et tu crois pouvoir rompre un accord de 100 ans. Ton arrogance est typique de ton espèce. Alors je partirai, je démissionnerai, je quitterai le village. Tu peux partir quand tu veux. Mais la fille reste, le pacte continue. Et la prochaine maîtresse qui viendra apprendra, vous fera face à des conséquences. Quelle sorte de conséquences? Au lieu de répondre, elle me montra quelque chose. Pas avec des mots, mais avec des images directement dans mon esprit. Je vis le village sans sa protection. Je vis des sécheresses dévastatrices, des récoltes ruinées, des enfants mourant de maladies que la médecine moderne ne pouvait pas guérir. Je vis le village devenir un endroit fantôme, abandonné, oublié. C'est le prix à payer pour rompre le pacte, dit-elle. Es-tu prête à le payer? Je tombai à genoux, accablé.
Elle avait raison, je ne pouvais pas simplement détruire cela sans considérer les conséquences pour tout le monde qui vivait ici. Que veux-tu de moi alors? Demandai-je, vaincu. Du respect. Enseigne aux enfants comme cela a toujours été fait. Maintiens les traditions. Et quand viendra le moment où Lucia devra choisir, ne t'interfère pas, c'est tout. Je levai les yeux vers elle. Et si elle choisit de rester ici, dans le village? Alors il sera libre de le faire. Je ne force personne, mais je soupçonne qu'il choisira la forêt. Ceux qui peuvent voir les deux mondes ne sont que rarement complètement à l'aise dans un seul. L'entité commença à reculer vers les arbres. Pars maintenant. Tu as vu ce que tu devais voir. Et souviens-toi, la forêt n'est pas ton ennemi, mais elle exige du respect. Franchis cette ligne, et il n'y aura pas de deuxième avertissement. Je courus de retour au village, les jambes tremblantes, le cœur battant. Quand j'arrivai à mon appartement, le soleil se levait. J'avais été dans la forêt toute la nuit, bien que cela ne m'ait semblé qu'une heure. Les mois suivants furent difficiles. Je continuais à enseigner, mais avec une nouvelle compréhension. J'observais Lucia, la voyant s'éloigner progressivement des autres enfants. Elle passait plus de temps à regarder vers la forêt, moins de temps à jouer. Ses dessins en classe n'étaient plus de maisons et de familles. Ils étaient d'arbres, de créatures étranges, d'un monde qu'elle seule pouvait voir complètement. J'ai parlé avec ses parents. Ils le savaient. Ils l'avaient su depuis sa naissance. Et bien que cela fasse mal, ils acceptaient que leur fille ait un destin différent. Elle est spéciale, m'a dit sa mère. Nous l'avons toujours su. Et si la forêt l'appelle, c'est parce que c'est là qu'elle appartient. En juin, pendant le solstice d'hiver, il y eut une cérémonie. Tout le village se rassembla au bord de la forêt. Lucia avança, vêtue de simples habits en tissu naturel. Elle ne pleurait pas. En fait, elle souriait. Elle s'arrêta à la limite entre le village et les arbres. Elle jeta un dernier regard en arrière, vers ses parents, vers moi. Puis elle se retourna et marcha vers la forêt. L'entité émergea pour l'accueillir. Je vis comment elle prit la main de Lucia avec tendresse, presque maternelle, et ensemble, elles s'évanouirent parmi les arbres. Nous attendîmes toute la nuit. À l'aube, Lucia n'était pas revenue. Certains dans le village pleurèrent, d'autres célébrèrent, disant qu'elle avait été choisie pour quelque chose de plus grand. Je ressentais juste un vide. Je terminais l'année scolaire. Quand décembre arriva, je leur dis que je ne renouvellerai pas mon contrat. Don Osvaldo hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « Tu as été plus courageuse que je ne le pensais, » me dit-il. « La plupart fuient dès qu'ils comprennent ce qui se passe ici. Toi, tu es resté. Je n'ai vraiment pas eu le choix. Il y a toujours un choix. Tu as choisi les enfants plutôt que ton confort. Ça compte. Mon dernier jour à Villa del Silencio, je marchais jusqu'au bord de la forêt. Je ne suis pas entré, je suis juste resté là, regardant entre les arbres. « J'espère que tu vas bien, Lucia, » murmurai-je. Le vent se déplaça entre les feuilles, et pendant un moment, j'ai juré avoir entendu son rire. Heureux, libre. Peut-être qu'elle était exactement là où elle devait être. C'est l'expérience que Carla a partagée avec moi. Elle vit maintenant dans une autre ville, enseigne dans une école urbaine normale, mais dit qu'elle rêve parfois de la forêt. Si tu as déjà vécu dans un village avec des traditions que tu ne peux pas expliquer, ou si tu as vu des choses qui défient ce que nous croyons possible, laisse-le dans les commentaires. Ces histoires de pactes anciens me font toujours penser à combien nous ne savons pas du monde. Si tu es resté jusqu'à la fin, envisage de t'abonner. Je publie de nouveaux témoignages chaque semaine. Passe une bonne nuit. Cette histoire m'est parvenue de la part de Carolina, une infirmière de Guadalajara, au Mexique. Lorsque j'ai lu son témoignage pour la première fois, j'ai dû me lever et marcher un peu pour traiter ce que j'avais lu. Si vous avez déjà travaillé de nuit dans un hôpital, j'aimerais savoir si vous avez vécu quelque chose de similaire. Laissez-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez ces histoires d'expériences réelles, abonnez-vous à la chaîne car j'en ai beaucoup d'autres à partager. Ce que Carolina a vécu pendant 6 mois à l'hôpital général a complètement changé sa façon de voir la mort et ce qu'il y a après. Je m'appelle Carolina, j'ai 41 ans et je travaille comme infirmière depuis 18 ans. Les 12 premières années, j'ai travaillé en shift de jour, mais quand mon fils est entré à l'université et que j'avais besoin d'être à la maison pendant la journée pour aider ma mère qui était malade, j'ai demandé un changement pour le shift de nuit.
Le shift de 10 heures du soir à 6 heures du matin. Le shift que personne ne veut mais qui paie un peu mieux. J'ai commencé le shift de nuit en janvier 2023, à l'hôpital général de Guadalajara, dans le service de médecine interne. C'est un vieil hôpital, construit dans les années 50, avec de longs couloirs et un éclairage qui m'a toujours semblé insuffisant. Pendant la journée, avec le brouhaha des médecins, des patients et des familles, l'endroit semblait normal. Mais la nuit, lorsque les couloirs se vidaient et que les lumières s'atténuaient, l'hôpital montrait un autre visage. Les premiers jours ont été d'adaptation. Apprendre la routine nocturne, connaître mes collègues de nuit, m'habituer au silence interrompu seulement par le bip des moniteurs et les gémissements occasionnels d'un patient. Ma collègue de nuit, Lupita, travaillait depuis 15 ans dans le service de nuit. C'était une femme d'environ 55 ans, petite, avec les cheveux complètement gris et une expression de fatigue permanente sur le visage. C'est Lupita qui m'a averti au sujet de la chambre 312. C'était ma 5e nuit quand elle me l'a dit. Nous étions à la station des infirmières, en train de remplir des rapports, quand j'ai remarqué qu'elle examinait le tableau d'attribution des chambres avec un froncement de sourcils. « Que se passe-t-il » lui ai-je demandé. « La 312 est occupée encore une fois », dit-elle à voix basse. « 4e fois ce mois-ci. »« Et c'est mauvais ?» Lupita me regarda avec ses yeux fatigués qui avaient trop vu. « Écoute, Carolina, je vais te donner un conseil. Quand il te faudra s'occuper du 312, fais-le rapidement. Entre, fais ce que tu as à faire et sors. Ne reste pas là plus longtemps que nécessaire. Et surtout, ne regarde pas vers le coin près des toilettes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin ? Rien. C'est ce que tu dois te rappeler. Il n'y a rien, même si tu sens que si. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'importance. Je pensais que c'était des superstitions d'hôpital, celles que tous les vieux lieux accumulent avec les années. Chaque hôpital a sa légende urbaine, son étage hanté, sa chambre maudite. Mais j'aurais dû écouter Lupita. La première fois que je suis entré dans la 312, c'était 2 semaines plus tard. Il y avait un homme de 70 ans, Don Ramiro, qui se remettait d'une pneumonie. C'était un patient calme, il dormait la plupart du temps. Je suis entré à 2 heures du matin pour lui changer la poche de sérum et vérifier ses signes vitaux. La chambre était comme toutes les autres. 2 lits, bien que seul un soit occupé. Des murs vert pâle écaillés, une petite salle de bain, une fenêtre avec des rideaux bleus donnant sur une cour intérieure. J'ai fait mon travail efficacement. Don Ramiro ne s'est même pas réveillé. J'étais en train de noter dans son dossier quand j'ai ressenti le froid. Ce n'était pas le froid de la climatisation. C'était quelque chose de différent, plus pénétrant. Comme si quelqu'un avait ouvert la porte d'un énorme réfrigérateur juste derrière moi. J'ai levé les yeux de mon dossier et mon regard est allé directement au coin que Lupita avait mentionné. Le coin près des toilettes. Il n'y avait rien là, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. C'est difficile à expliquer. Tu sais quand tu sens que quelqu'un te regarde, même si tu ne vois personne. C'était ça, mais multiplié par 10. Chaque instinct dans mon corps criait que je n'étais pas seul dans cette pièce, qu'il y avait quelque chose dans ce coin. Quelque chose qui m'observait intensément. J'ai fini d'écrire aussi vite que j'ai pu et je suis sorti de la pièce. Dehors, dans le couloir bien éclairé, le froid a disparu instantanément. Lupita m'a vu arriver à la station des infirmières. Tu as ressenti quelque chose, n'est-ce pas ? Il faisait très froid dans cette pièce. Il fait toujours froid dans la 312, depuis des années. Ils ont appelé la maintenance 100 fois. Ils ont vérifié la climatisation, les fenêtres, tout. Ils ne trouvent rien de mauvais. Mais le froid est toujours là. Et qu'est-ce que c'est ? Pourquoi cette chambre ? Lupita haussait les épaules. Personne ne le sait avec certitude. Mais les vieilles infirmières, celles qui sont ici depuis 30 ou 40 ans, disent que beaucoup de personnes sont mortes dans cette chambre, plus que dans n'importe quelle autre. Et je ne parle pas de mort normale. Je parle de mort étrange. Étrange comment ? Des patients qui allaient bien, qui s'amélioraient, et tout à coup leurs signes vitaux s'effondraient sans raison. Ou des patients qui se réveillaient en criant, parlant de quelqu'un dans le coin, de quelqu'un qui venait les chercher. Et toujours, ils pointaient ce coin près des toilettes. J'en ai eu des frissons. Et pourquoi ne ferme-t-il pas cette chambre ? Parce que c'est un hôpital public, Carolina. Nous avons besoin de chaque lit disponible. La demande est élevée. Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer une chambre juste parce qu'elle fait peur. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas pu bien dormir.
Je ressentais encore ce froid, cette présence. Je me suis dit que c'était de la suggestion, que Lupita m'avait effrayé avec ses histoires et que mon esprit me jouait des tours. Mais les choses ont empiré. Au cours des semaines suivantes, j'ai dû entrer dans la 312 plusieurs fois de plus, toujours avec des patients différents, et je ressentais toujours la même chose. Le froid, la présence, la sensation écrasante que quelque chose dans ce coin m'observait, et j'ai commencé à remarquer un motif. Les patients dans la 312 empirent toujours pendant la nuit. Peu importe à quel point ils allèrent bien pendant la journée, dès que la nuit tombait, quelque chose changeait. Ils devenaient agités, transpiraient, murmuraient dans leur sommeil. Et beaucoup, trop, regardaient vers ce coin avec une expression de terreur. Une nuit, à la fin février, je m'occupais d'une dame au 312, Madame Mercedes, qui était arrivée pour des problèmes cardiaques. Il était 3 heures du matin et j'ajustais son traitement intraveineux quand elle s'est réveillée en sursaut. « Qui est-ce » demanda-t-elle, regardant directement dans le coin. « Qui est qui, madame ?»« Cet homme, celui qui est là-bas. » Elle désigna le coin près des toilettes. Mon sang se glaça. Je regardais vers le coin. Il n'y avait personne. « Madame Mercedes, il n'y a personne là-bas, vous rêvez. » Je ne rêve pas, je le vois clairement. C'est un homme grand, habillé en noir. Je ne peux pas bien voir son visage, il est dans l'ombre. Mais il me regarde. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Son moniteur cardiaque commença à émettre des bips plus rapides. Sa pression artérielle était en train d'augmenter. « Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes juste vous et moi dans la chambre. » Il marche vers ici. Sa voix s'éleva, pleine de panique. « Dites-lui de s'en aller. Je ne veux pas y aller avec lui encore. Je ne suis pas prête. » Je devais appeler Lupita. Entre toutes les deux, nous avons réussi à calmer Madame Mercedes avec un léger sédatif. Mais avant de s'endormir, elle me saisit la main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi malade. « Infirmière, » murmura-t-elle. « Quand ce sera mon tour, quand ce sera vraiment mon heure. Puis-je être dans une autre chambre? S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il soit la dernière chose que je vois. » « Bien sûr, madame. Je parlerai au docteur. » Cette même nuit, j'ai demandé à transférer Madame Mercedes dans une autre chambre. J'ai utilisé l'excuse que la climatisation ne fonctionnait pas bien et qu'il faisait très froid. Le médecin de garde, le docteur Sanchez, a levé les yeux au ciel mais a autorisé le transfert. Toi aussi, Carolina, je pensais que tu étais plus rationnelle. Ce n'est pas de la superstition, docteur. La patiente était angoissée. Dans une autre chambre, elle dormira mieux. Madame Mercedes a été transférée dans la 308. Cette nuit-là, elle a dormi paisiblement. Ses signes vitaux se sont stabilisés. 3 jours plus tard, elle a été sortie. Mais la 312 n'est pas restée vide longtemps. Début mars, un jeune homme, à peine âgé de 30 ans, nommé George, est entré. Accident de la route, traumatisme crânien modéré, mais stable. Il a été placé dans la 312 car c'était le seul lit disponible. J'étais de garde cette nuit-là. À 1 heure du matin, je suis allé vérifier comment il allait. J'ai trouvé Jorge éveillé, assis sur le lit, les yeux fixés sur le coin. « Vous vous sentez bien ?» lui ai-je demandé. « Depuis combien de temps est-il là, debout ?» a-t-il demandé sans me regarder. « Qui ?» Le type dans le coin. Mon cœur a fait un bond. Il n'y a personne dans le coin, monsieur George. Bien sûr que si, il est là. Je l'ai vu depuis que je me suis réveillé. Il est juste debout. Il me regarde. C'est un docteur? Un infirmier? Pourquoi ne dit-il rien? J'ai allumé toutes les lumières de la chambre. Le coin était complètement vide. Écoute, Seigneur Jorge, il n'y a personne. Peut-être est-ce un effet du coup à la tête. Parfois cela provoque des hallucinations visuelles. Je n'hallucine pas. Sa voix était ferme. Il est juste là. Et tu sais ce qui est le plus étrange? Il n'a pas de visage. Je veux dire, il a une tête, mais là où son visage devrait être, il n'y a que de l'obscurité, comme un vide. J'ai eu la chair de poule. Je vais appeler le docteur. Attends. Il m'a attrapé par le bras. D'autres patients ont-ils vu ça? Dis-moi la vérité. J'ai hésité. Mais quelque chose dans son expression, dans la peur authentique dans ses yeux, m'a fait parler. Oui, d'autres l'ont vu. Et que leur est-il arrivé? Certains se sont rétablis et sont rentrés chez eux. D'autres. Je me suis arrêté. D'autres sont morts, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. George a lâché mon bras. Je veux changer de chambre. Maintenant.
Je vais parler au docteur. Mais le docteur Sanchez a refusé. C'est déjà la deuxième fois ce mois-ci que tu demandes de transférer des patients du 312, Carolina. Je ne peux pas déplacer des gens juste parce qu'ils ont des cauchemars. Nous sommes saturés. Chaque lit compte. Docteur, le patient est angoissé. Cela affecte sa récupération. Alors donne-lui un anxiolytique. Mais je ne vais pas déplacer qui que ce soit. Je ne lui ai pas donné l'anxiolytique. Au lieu de cela, j'ai passé plus de temps avec Georges cette nuit-là. Chaque heure, j'entrais dans la chambre, vérifiais ses signes, parlais avec lui. J'essayais qu'il ne se sente pas seul. Chaque fois que j'entrais, Georges regardait le coin. Et chaque fois, il décrivait la même chose. La grande silhouette, vêtue de noir, sans visage visible, toujours immobile, toujours en train d'observer. À 5 heures du matin, 1 heure avant la fin de mon service, Georges m'a appelé par l'interphone. « Infirmière, venez vite. » J'ai couru à la chambre. Je l'ai trouvé pâle, en sueur. « Il bouge, dit-il. Pour la première fois de toute la nuit, il bouge. Il marche vers le lit. » Je regardais le coin. Je ne vis rien. Mais je sentis le froid s'intensifier. Et pour la première fois, j'entendis quelque chose. Un son très léger, presque imperceptible, comme une respiration, ou comme du vent filtrant par une fente. « Monsieur Georges, écoutez-moi, il n'y a personne là. Quoi que vous voyez, ce n'est pas réel. Cela ne peut pas vous faire de mal. Il est à mes côtés maintenant, » murmura Georges. Il tend la main. « Infirmière, j'ai tellement peur. » Ses signes vitaux étaient normaux. Sa pression, son pouls, son oxygénation, tout allait bien. Médicalement, il était stable. Mais je vis quelque chose que je n'oublierai jamais. Je vis Georges regarder quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je vis ses yeux s'ouvrir énormes. Je vis sa bouche s'ouvrir dans un cri silencieux. Et je vis le moment exact où il est mort. Il n'y a pas eu d'avertissement. Il n'y avait pas de code sur les moniteurs. Il a simplement cessé de respirer. Son cœur s'est arrêté. Entre un battement et l'autre, Georges est passé de la vie à la mort. J'ai appelé le code bleu. L'équipe de réanimation est arrivée. Nous avons essayé pendant 20 minutes, mais il n'a pas répondu. Le docteur Sanchez a déclaré la mort à 5h32 du matin. Thromboembolie cérébrale massive a été le verdict officiel, probablement lié au traumatisme crânien. Mais j'étais là, j'avais vu ses yeux, et je sais que ce qui a tué Georges n'était pas un caillot dans le cerveau, c'était quelque chose dans ce coin. Après cette nuit-là, j'ai dit à ma superviseure que je refusais d'entrer dans la 312. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté avec patience et puis elle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Carolina, je comprends ton inquiétude. Et crois-moi, tu n'es pas la première infirmière à me dire cela. Mais la réalité est que nous ne pouvons pas fermer cette chambre. Et je dois affecter du personnel à tous les patients. Si je te refuse de m'occuper de la 312, je devrais faire de même avec toutes les infirmières qui le demanderaient. Et alors personne ne s'occuperait des patients qui sont là. Mais les gens meurent dans cette chambre. Les gens meurent dans tout l'hôpital, Carolina. C'est un hôpital, c'est ce qui se passe ici. Pas comme ça. Pas de cette façon. De quelle façon? Que dis-tu exactement? Qu'il y a un fantôme qui tue des patients? Ça sonne comment ça? Elle avait raison, ça sonnait ridicule. Impossible. Le genre de chose qui te fait renvoyer pour folie. Alors je me suis tu. Et j'ai continué à travailler. Et j'ai continué à entrer dans la 312 quand on me l'assignait. Mais j'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai parlé avec de vieilles infirmières, avec du personnel de maintenance qui travaillait depuis des décennies à l'hôpital. Je leur ai demandé l'histoire du 312. C'est Dom Pepe, un intendante de 70 ans, qui m'a raconté l'histoire complète. « Cette chambre, me dit-elle en nettoyant le couloir, a mauvaise réputation depuis les années 80. Avant cela, c'était une chambre normale. Mais en 1983, il y a eu un patient là-bas. Un homme. Personne ne se souvient de son nom parce qu'il n'avait pas de famille, pas d'identification. On l'a trouvé dans la rue, très malade. On l'a amené ici. Et que s'est-il passé? Il est resté dans cette chambre pendant des semaines, agonisant. On disait qu'il avait une sorte de cancer très avancé, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de mental. Il criait la nuit, il disait des choses horribles. Les infirmières avaient de peur d'entrer. Quel genre de choses disait-il? Il parlait d'un pacte, qu'il avait fait un accord avec quelque chose, qu'on lui avait promis pouvoir, richesse, tout ce qu'il voulait. Mais maintenant, il venait réclamer, et il ne voulait pas payer, il ne voulait pas mourir. Un frisson me parcourut. Et il est mort dans cette chambre? Oui, mais avant de mourir, il a fait quelque chose. Les infirmières qui étaient là cette nuit-là disent qu'elles l'ont entendu prier.
Mais ce n'était pas des prières normales. C'était dans une autre langue. Et quand il est mort, il a juré qu'il ne partirait pas, qu'il resterait dans cette chambre, que s'il ne pouvait pas vivre, alors il prendrait la vie des autres. Et depuis lors, des gens meurent dans cette chambre. Pas toujours, mais suffisamment pour que nous le remarquions. Et ceux qui ne meurent pas, ceux qui survivent, disent qu'ils ont vu quelque chose. Une silhouette sombre, attendant dans le coin. Je me suis senti étourdi. Personne n'a essayé de faire quoi que ce soit. Bénir la chambre, exorcisme, quelque chose. Des prêtres sont venus 2 fois, autant que je sache. La première fois dans les années 90, la seconde il y a environ 10 ans. Les 2 fois, ils ont béni la chambre, prié, fait leur rituel. Et pendant un temps, les choses s'amélioraient. Mais ça revenait toujours. Cette chose, quoi qu'elle soit, ne part pas. Elle est liée à cet endroit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à penser. Et j'ai pris une décision. J'allais affronter ce qui se trouvait dans cette pièce. J'ai attendu qu'il y ait un patient dans la 312 qui soit relativement stable. À la fin mars, une dame âgée, Madame Béatrice, a été admise, avec un diabète compliqué. Rien de critique, elle avait juste besoin d'une régulation des médicaments. Elle a été assignée à la 312. Pendant mon service, à 3 heures du matin, lorsque l'hôpital était à son point le plus silencieux, je suis entré dans la chambre. Madame Béatrice dormait profondément, sédatée. Je me suis tenu au centre de la chambre et j'ai regardé directement dans le coin près de la salle de bain. « Je sais que tu es là », ai-je dit à voix basse. « Je sais que tu m'entends. » Le froid est arrivé immédiatement, intense. Mon souffle s'est transformé en vapeur. Je ne sais pas qui tu étais ou ce que tu as fait. Je ne sais pas pourquoi tu es encore ici. Mais tu dois t'arrêter. Ces gens ne t'ont rien fait. Ils ne méritent pas de mourir juste parce qu'ils sont dans cette chambre. Silence. Mais un silence lourd, chargé. Je t'en prie, ai-je continué. Si jamais tu as été humain, si jamais tu as eu de la compassion, laisse-les en paix. Puis je l'ai vu. Il n'est pas apparu d'un coup. C'était graduel, comme si l'obscurité dans ce coin se condensait, se solidifiait. Et là, il était. Une silhouette grande, très grande, vêtue de ce qui semblait être des vêtements sombres, en haillons. Et là où son visage aurait dû être, il n'y avait qu'un vide, une noirceur qui semblait absorber la lumière. Je ne pouvais pas bouger. Chaque muscle de mon corps était paralysé par la peur. La silhouette ne bougea pas. Elle était juste là, et bien qu'elle n'ait pas Dieu, je sentais son regard, pénétrant, m'évaluant. Et puis j'ai entendu une voix, pas avec mes oreilles, dans ma tête. Je ne peux pas partir. La voix était rauque, désespérée. Je suis piégé. J'ai fait un pacte que je ne peux pas rompre. Si je ne prends pas de vie, alors la vie m'est prise, encore et encore, mort éternelle, agonie sans fin. Alors je prends d'autres, pour acheter du temps, pour retarder la douleur. C'est mal, ai-je chuchoté. Je le sais, mais quand la souffrance est si grande, la morale devient irrélevante. Tu ferais la même chose à ma place. Je ne le ferai pas. Tout le monde le dit, jusqu'à ce qu'il soit dans la position, jusqu'à ce qu'il ressente la douleur que je ressens. Que puis-je faire pour que tu arrêtes? Un rire amer résonna dans mon esprit. Rien, à moins que tu ne veuilles prendre ma place. Quelqu'un doit honorer le pacte. Si ce n'est pas moi, ça doit être un autre. Je ne vais pas me condamner pour te sauver. Alors il n'y a rien à faire. Je resterai ici. Je continuerai à prendre, jusqu'à ce que l'hôpital s'effondre ou jusqu'à ce que quelqu'un soit assez idiot pour me libérer en prenant ma place. La silhouette commença à s'estomper. Pars, infirmière, tu es courageuse d'être venue ici, mais tu ne peux pas m'aider, et tu ne peux pas m'arrêter. Et elle disparut. Je restai là à trembler pendant plusieurs minutes. Puis je sortis de la chambre et allai directement aux toilettes du personnel. Je vomis, je pleurais, et finalement, je pris mon téléphone et appelai un ami, le père Miguel. Je le connaissais de ma paroisse, je lui racontai tout. Cette même nuit, avant l'aube, il vint à l'hôpital. Il n'est pas entré dans la chambre. À la place, il est allé à la chapelle de l'hôpital et a prié. Il m'a demandé de prier avec lui. Nous avons prié pendant 2 heures, demandant protection, demandant que l'âme piégée dans cette chambre trouve la paix, demandant que le pacte soit rompu. Je ne sais pas si cela a fonctionné. Je n'ai aucun moyen de le savoir avec certitude. Mais depuis cette nuit-là, quelque chose a changé. Les patients dans la 312 ne voient plus la silhouette. Certains continuent à ressentir le froid, oui.
Certains continuent à se sentir mal à l'aise, mais il n'y a plus de morts inexplicables. Il n'y a plus de terreur dans leurs yeux. Je n'ai pas mis les pieds dans cette chambre depuis 6 mois. J'ai demandé un transfert à un autre étage et on me l'a accordé. Maintenant, je travaille en pédiatrie, aussi de nuit, mais c'est différent, plus léger, sans ce poids. Lupita m'a dit il y a quelques semaines que la 312 est tranquille dernièrement. Quoi qu'il y ait eu là-bas, cela s'est calmé. Ou peut-être est-ce parti. Mais je sais la vérité. Ce n'est pas parti. Ça attend juste. Ce genre d'obscurité, ce genre de pacte, ne se brise pas avec des prières. Cela nécessite un sacrifice. Quelqu'un devrait prendre sa place pour le libérer complètement. Et personne ne va faire ça. Alors ça reste là, dans ce coin, attendant, prenant ce qu'il peut quand il le peut. Peut-être moins souvent maintenant. Peut-être avec moins de pouvoir. Mais ça reste là. Et c'est pourquoi, même si je ne travaille plus à cet étage, je continue d'aller à la chapelle de l'hôpital au début de chaque service. Je prie pour les patients de la 312, je prie pour leurs âmes, je prie pour la protection. Et je prie pour ne jamais, jamais avoir à entrer à nouveau dans cette chambre. Parce que je sais que si je le fais, si je reviens, cette chose me reconnaîtra. Elle se souviendra que je suis allé l'affronter. Et peut-être que la prochaine fois, elle ne sera pas si miséricordieuse. Certains lieux cachent des ténèbres. Et l'hôpital général de Guadalajara, en particulier la chambre 312, renferme l'une des obscurités les plus profondes que j'ai connues. C'est une obscurité née du désespoir, de la peur de la mort, d'un pacte fait dans un moment de faiblesse qui est devenu une condamnation éternelle. Et tant que cette chambre existera, tant que des gens continueront à y être assignés, cette obscurité continuera à réclamer son tribut, un par un, lentement, mais inévitablement. Et ainsi se termine le témoignage de Carolina. Elle m'a dit qu'elle continue de travailler à l'hôpital général, bien que dans un autre étage. La chambre 312 existe toujours et reçoit encore des patients. Si l'un d'entre vous travaille dans le secteur de la santé et a vécu quelque chose de similaire dans son lieu de travail, j'aimerais que vous le partagiez dans les commentaires. Parfois, les endroits où la vie et la mort se rencontrent le plus souvent sont aussi ceux où le surnaturel se manifeste avec le plus de force. Si cette histoire vous a autant marqué que moi, envisagez de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Passez une bonne nuit.